Salut tout le monde, bienvenue au Accord Podcast, le balado où on parle de tout ce qui a trait aux expéditions et à l'aventure au Québec et au Canada. Ici Nicolas Roux et cette semaine, j'ai enregistré le podcast avec mon partenaire de crime, Guillaume Moreau. Le terme aventurier, c'est devenu assez galvaudé au fil du temps. C'est un concept assez flou. Il n'y a pas vraiment de critères sur lesquels on se base, là, de critères précis pour évaluer si quelqu'un est un aventurier. On peut vivre des aventures, mais de là à dire que quelqu'un est un aventurier, c'est comme une coche au-dessus. C'est un peu utilisé à toutes les sauces, surtout dans les médias qui s'intéressent au plein air et au sport d'endurance. N'empêche qu'au Québec, on a quand même des aventuriers et des aventurières qui repoussent vraiment les limites de leur sport et qui élaborent des projets originaux, audacieux pour explorer certaines régions encore très peu visitées à cause de leurs difficultés d'accès ou parce que ça comporte un engagement physique extrême. Mais cette semaine, on a rencontré la personne que tu veux absolument avoir dans ton équipe pour combattre une attaque de zombies. Cette semaine, on a rencontré Sébastien Lapierre. Sébastien, c'est un ancien militaire qui travaille aujourd'hui comme pompier à Québec. Mais quand il ne travaille pas, il est soit en train de faire du plein air avec sa famille ou en train de réfléchir à ses prochaines expéditions. Sébastien a skié au Groenland en 2010. Il a accompli une expédition assez épique, en fait, une traversée du passage du Nord-Ouest en kayak à l'été 2013, ce qui est super original. Mais il a beaucoup fait parler de lui, en fait, pour son expédition la plus récente. En 2016, Sébastien Lapierre est devenu le premier Canadien à avoir skié jusqu'au pôle Sud, en Antarctique, en autonomie et en solitaire. Ça implique une quarantaine de jours seul sur le plus grand désert de glace de la planète. Le gars, il ne chiale pas quand il faut qu'il déneige son auto à moins 15. Évidemment, on est revenu sur ces expéditions, celles que je viens de mentionner. On a aussi parlé de sujets connexes très intéressants comme la question des décisions et de la prise de risque dans une expédition où tu es seul. On a aussi parlé des enjeux de partir pour des très longues expéditions comme ça quand tu as une famille, ce qui est très différent de quand on n'en a pas, manifestement. Et on a aussi parlé du sensationnalisme des médias quand ils traitent des expéditions comme on fait, comme Sébastien fait. Sébastien est assez critique là, souvent du vocabulaire employé par les médias ou de la façon qu'on traite dans l'espace public ces sports d'endurance-là. Et ça a été très, très enrichissant d'entendre son point de vue. Je suis sûr que vous allez en ressortir grandi. On a aussi parlé de son prochain projet, mais on ne vous gâche pas le punch. On ne vous en parle pas tout de suite dans l'introduction. Il faut écouter le podcast pour savoir où Sébastien regarde quand il rêve. Le podcast de cette semaine est présenté par Exped. Exped, c'est qui? C'est quoi? C'est une compagnie d'origine suisse, mais qui est implantée au Québec, au Canada, depuis plusieurs années maintenant. C'est une compagnie sérieuse qui fabrique toutes sortes d'équipements très variés, comme des matelas de sol, des tentes, des sacs de couchage, des sacs à dos, des hamacs et plusieurs accessoires d'expédition comme des sacs de rangement. Ce qui différencie Exped de certaines autres compagnies, c'est vraiment la conception de leur équipement. En fait, vous le savez, si vous avez un peu d'équipement de plein air, quand vous vous présentez dans un magasin, vous avez souvent à faire le choix entre la robustesse, durabilité, versus la légèreté. Hein, on veut quelque chose de solide qui va résister aux pires intempéries, mais on veut aussi que ça soit light. Et la plupart du temps, ça n'existe pas. Sauf que Exped, eux, font aucun sacrifice dans la conception de leurs produits, ce qui est particulièrement apprécié quand tu pars en expédition longtemps ou que tu mets à rude épreuve ton équipement. Bref, c'est une compagnie qui est appréciée des gens qui partent longtemps en expédition. D'ailleurs, on est parti en 2018 dans les monts Torngat. On est parti avec 6 matelas de sol Exped et une tente Exped. En 65 jours, on a fait la vie dure à notre équipement quand même. Et il n'y a rien du tout qui a brisé. Même pas une petite déchirure dans les matelas de sol, rien du tout. Donc, on n'a dû faire aucune réparation, ce qui est assez agréable quand même. Donc, c'est ça, on repart avec de l'équipement Exped pour notre expédition à travers le Canada en 2021. Mais bon, assez jasé. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez nous encourager dans cette production-là, dans ce projet-là, vous pouvez vous abonner à notre page Patreon. Patreon, c'est quoi? C'est une plateforme où vous pouvez nous encourager pour quelques dollars par mois.
et vous aurez des avantages vraiment cool, vraiment intéressants, comme par exemple savoir d'avance qui sont les gens avec qui on va s'entretenir. Comme ça, vous pouvez leur poser vos questions. Vous pouvez avoir les podcasts en avance. Et on vous permet même aussi de vivre une petite expérience sensorielle, gustative, du genre de menu alimentaire qu'on déguste en expédition. Sinon, laissez un pouce en l'air, une cote de 5 étoiles au podcast, peu importe la plateforme où vous l'écoutez, ça fait toujours son bout de chemin. Pour tout savoir sur la préparation de notre expédition à travers le Canada du nord au sud en 2021, visitez notre site web au expéditionencore.com et abonnez-vous à notre page Facebook, Instagram et à notre chaîne YouTube. Sans plus attendre, on vous laisse écouter notre conversation avec l'aventurier Sébastien Lapierre. Bon podcast. Sébastien Lapierre, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Comment vas-tu? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien. Guillaume, ça va? Oui, très bien. Passez un beau temps des fêtes. Ah, le temps des fêtes. Ouais. On aurait voulu qu'il y ait plus de neige un peu, mais c'est ça. Ouais. Je suis allé aux îles de la Madeleine passer le temps des fêtes dans la famille à ma copine. J'avais pensé amener mes skis, mais finalement, disons que ça n'a pas fonctionné. Ça valait pas trop la peine. Déjà, avec le vent qu'il y a là-bas, ça en prend un petit peu pour qu'il y en ait assez. Hein? Oui, c'est ça. On s'est quand même baigné. Mais... Mais tu es allé aux îles, hein? Tu es allé aux îles de la Madeleine l'année passée, je pense. En octobre, je suis allé pour le tournage de l'émission Expédition Extrême. Mm-hmm. Donc, on recréait une partie de mon aventure dans le passage du Nord-Ouest. OK, ouais, c'est ça. Puis ça va être diffusé quand, ça? Exactement, je ne sais pas, mais la saison, c'est pour la prochaine saison là, qui commence prochainement. Là, ça devrait être... pour moi, fin janvier, je pense, aux environs les premières émissions. Mais la mienne, exactement, je ne sais pas quand elle va passer dans le planning. OK, c'est ça. Puis, c'était une première aux îles pour toi? Oui, c'était la première fois que j'allais aux îles de la Madeleine. Superbe coin de pays. En passant, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour ce petit coin-là, surtout avec tous les beaux spots de kayak qu'il y a là-bas. Ça va être un endroit où je vais retourner, c'est certain. Génial. Écoute, en fait, on pourrait commencer justement par parler de tes premiers amours dans le plein air, tes premières expéditions, un peu les raisons pour lesquelles tu as commencé à faire des expéditions dans ta vie. C'est venu quand, ça? Ce goût-là pour l'aventure? Oui, bien, c'est venu quand, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que d'aussi loin que je me souvienne, j'étais un petit tripeux de plein air et en particulier l'hiver. J'ai tout le temps été en amour avec l'hiver. Puis je me souviens, j'ai des photos, j'ai à peine 5-6 ans, là, puis c'est dehors même dans les tempêtes, il fallait que ma mère m'habille. S'il y avait une tempête, c'est sûr qu'il fallait que je sorte. Je m'imaginais déjà conquérir les grands espaces nordiques. Ça fait que, aussi loin que je me souvienne, j'ai tout le temps trippé là-dessus. Moi, je suis originaire du Saguenay, un petit village. On était entouré de bois et de forêts. Il y avait les Monts-Valin pas loin, le fjord du Saguenay à côté. Ça fait que j'étais dans un terrain de jeu parfait pour aimer le plein air. Ça fait que je me suis arrangé avec ça. Mon environnement a fait en sorte que j'ai voulu aller explorer ça un peu. Puis, de fil en aiguille, ça a été un peu plus longtemps, un peu plus loin. À l'âge de 12 ans, je suis rentré dans les cadets de l'armée. Ça fait que là, j'ai appris à me servir d'une carte, d'une boussole, à faire de la survie. Fait que là, c'était des raisons de plus pour aller encore plus loin. Là, je savais que je pouvais me permettre de partir à l'aventure puis que je ne me perdrais pas, que s'il arrivait une bad luck, j'allais être capable de survivre. Fait que ça a commencé de même. Je suis allé un peu plus loin, explorer des petits coins de pays. Puis là, à un moment donné, avec l'âge vient une période où on doit s'instruire et commencer à travailler. Fait que moi, je suis rentré dans l'armée. Fait qu'encore là, j'ai
j'ai perfectionné mes techniques d'orientation puis de survie en forêt parce que je m'alignais pour être un officier d'infanterie. Donc, quand on pense là, à jouer à la guerre, là, c'était carrément ça. Tu es allé au collège militaire. Oui, exactement, à Kingston. Puis finalement, bon, une fois là-bas, il faut dire que la période n'était pas super pour le Canada. C'était pas vraiment ce que je pensais. Le métier comme tel là, de fantassin, c'était bien cool, mais le fait d'être officier, ça m'allumait un petit peu moins. Ça fait que j'ai lâché ça, puis je me suis envoyé dans une carrière de pompier. Fait qu'encore une fois, on voit qu'il y a comme un petit lien, là, les métiers où ça bouge un peu. Il y a une chose que je savais, je ne voulais pas travailler dans un bureau. Ça fait que là, je suis devenu pompier, puis encore une fois, ben là, avec des horaires qui permettent d'avoir un peu de temps pour soi, j'ai continué dans les expéditions, un petit peu ici au Canada, aux États-Unis, dans l'Ouest. Avec un de mes chums qui était aussi pompier, ben là, on a commencé à mettre sur pied des trips un peu plus gros. Puis, ben, ça a continué. Puis, à un moment donné, je me sentais prêt, là, après avoir fait un peu toutes sortes d'affaires dans le coin, je me sentais prêt à aller à un autre niveau. Puis, c'est là qu'est venu, là, en 2010, le Groenland. OK. Est-ce que tes parents, est-ce que ta famille faisait du plein air? Est-ce que c'est des amoureux de la nature, là? C'est dans ta culture familiale? Ou... Oui, bien, mes parents étaient quand même assez de plein air aussi. Eux autres sont originaires de la Gaspésie, le limite Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Ça fait que jouer dehors, pour eux autres, c'était tout naturel. Ça fait que ça, ils m'ont transmis ça dès mon plus jeune âge. On faisait du camping. Mes parents font encore un peu de ski de fond. Ça fait qu'ils m'ont amené faire du ski de fond. Ça fait que très jeune, là, on partait, là, je devais avoir ça 6 à 8 ans là, à peu près, là, mes premières sorties en ski de fond. Là. Puis là, c'est de même qui est continué un peu le goût pour l'hiver parce que j'avais de quoi à faire. T'sais, en plein hiver, il y en a beaucoup qui haïssent ça parce qu'ils font rien, mais nous autres, c'était pas ça. L'hiver, c'était comme juste plus d'activités puis plus de possibilités. Ça fait que je pense que ça vient beaucoup, oui, de mon environnement familial. Mm-hmm. Nous, on est des enfants issus des camps de vacances. Ce qui est quand même différent des cadets, je pense. Nous, c'est ça, c'était assez ludique, là, nos étés. C'est des expéditions entremêlées de jeux, puis bon, un esprit de groupe vraiment incroyable. Mais les cadets, je me suis tout le temps dit, peut-être que c'est une méconception, mais je me suis tout le temps dit que c'était un peu plus rigoureux. Ouais. Ou un peu plus axé sur l'autonomie, la survie, développement de compétences un peu plus individuelles. Mais c'est peut-être que j'ai tort, je ne sais pas si... pas tant individuel parce que le leadership a une grosse place dans tout ce qui se fait. Là. La mission, ça a évolué un peu depuis le temps, mais c'était quand même paramilitaire un peu, les cadets. Ouais. Donc, il y avait toute la notion un peu d'autorité, puis un cadre quand même assez rigoureux. Une hiérarchie bien. Oui, puis tu sais, la discipline. Tu sais, il y avait de la discipline un peu dans tout ce qu'on faisait, mais la mission était beaucoup de former des leaders, de former des gens capables de travailler en équipe. Puis, pour être un bon leader, il faut d'abord être un bon suiveur. Ça fait que c'était un peu basé là-dessus. Donc, à travers ça, ben, on faisait beaucoup de plein air. Tout se passait dans la forêt ou presque. Donc, oui, il y avait de la survie, mais il y avait aussi des marches, des longues marches. On établissait des campements, donc on dormait dans des sacs de couchage sous des bâches. Là, ça fait que c'est sûr que quelqu'un qui n'aime pas le plein air, la forêt, puis être dehors, les cadets, c'est plus ou moins adapté. Mais il y a toutes sortes aussi de compétences qui allaient avec ça. Par exemple, l'art de s'exprimer en public, on avait des cours à donner. On apprenait à donner des cours aux autres cadets. Okay. Fait que c'est toutes des choses qui nous servent. Juste faire le ménage, repasser, coudre. Tu sais, les petites affaires que bien du monde ne savent pas faire. Là. Moi, j'ai appris très tôt à faire mon lavage, repasser, coudre mes boutons, puis mes badges, mes uniformes.
des choses qui sont très pratiques en expédition à coudre. C'est ça que je me dis, c'est fou comment c'est une expérience complémentaire avec les expés. Puis on le voit aussi, hein, ça semble être une espèce de pépinière là, à explorateurs polaires. Là. On dirait qu'il y a souvent un lien. Puis même, là. Ben, en fait, c'est qu'on ne se le cachera pas, en expédition, là, vous le savez, c'est le mental qui fait en sorte qu'on avance ou qu'on n'avance pas. Puis, ben, tu sais, tout ce qui est un peu les cadets puis l'armée, ben, c'est le mental qui est mis à rude épreuve. Ça fait que c'est là qu'on apprend un peu à se connaître puis à développer cette force-là mentale. Ça fait que oui, je regarde les grands explorateurs qu'on connaît, comme par exemple Mike Horn, qui est un ancien militaire. Voyer aussi. Voyer aussi, oui. Ça fait que c'est ça. C'est une pépinière où c'est un peu l'histoire de l'œuf ou la poule. Là. Est-ce que c'est du monde qui sont prédestinés qui vont vers ça? Oui, c'est ça. Peut-être que c'est le même type de gens qui apprécient ces deux domaines-là, en fait, parce que c'est très connexe. Et voilà. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, pour les expéditions polaires, c'est sûr que ça prend une rigueur et une discipline à tout casser, en fait. Oui, la discipline est très importante, en fait, parce que, à quelque part, tu as beaucoup moins le droit à l'erreur dans l'environnement polaire qu'en plein été. Là. Tu peux te permettre en plein été d'échapper quelque chose. Tu vas être capable de le rattraper à main nue. Ça va bien. Quand tu as des grosses mitaines, tu ne peux pas les enlever. Il y a des choses que tu ne peux pas reprendre 4-5 fois. Là. Fait que, la discipline doit être présente dans une expédition polaire. Ça, c'est sûr et certain. Ton premier trip plus d'envergure ou, tu sais, comme tu dis, je pars plusieurs semaines en expédition, c'était quoi? Plusieurs semaines. Ben, mon premier trip d'envergure, moi, ce que je considère ma première grosse expédition d'envergure, c'est le Groenland en 2010. Là. Les autres, avant ça, c'était plus des mini-expés, développer et tester des choses comme ça, partir une semaine ou deux avec des chums. Mais la vraie première grosse expé d'envergure, ça a été le Groenland en 2010. On était deux, Olivier Giasson et moi. Puis le but, c'était de traverser le Groenland d'est en ouest. C'était à peu près 500-600 km. C'est quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que j'ai vu en Antarctique. C'est que le Groenland, c'est un gros glacier. Donc, on part d'un côté au niveau de la mer, on le monte. Sauf que là, ben, après ça, il y avait l'autre côté qu'on était supposé redescendre. Je dis supposé parce que cette expédition-là, ça a été merveilleux pour apprendre. Parce que tout ce qui pouvait mal aller est arrivé. Puis c'était la première. Hein? Ça fait qu'il y a des erreurs de planif puis de préparation qu'on a fait, dont se fier à certaines personnes plutôt que tout contre-vérifier. On était nouveaux dans le domaine. Ça fait qu'on faisait beaucoup confiance à ce qu'on nous disait. Puis on a fait des erreurs là-dessus. Il y a eu aussi en 2010 le fameux volcan en Islande, le Eyjafjallajökull, qui est entré en éruption. Avant même d'être au pied du glacier, là, tout était un peu chamboulé à cause du transport aérien qui se faisait dans la région. Ça fait qu'on a cette année-là, le fjord qui normalement... En fait, nous, pour se mettre les chances de notre bord, on a dit on va partir le plus tôt possible en expédition, qui était la date permise, c'était le 1er avril. On ne pouvait pas partir avant le 1er avril. OK. Ça fait qu'on avait demandé notre permis pour le 1er avril. Pour être sûr qu'il fasse froid, qu'on arrive de l'autre côté, que ça ne soit pas tout slotcheux encore, puis qu'on ait encore des conditions de glisse pas trop mal. On s'exposait plus au froid, mais au début, mais par contre, vers la fin, ben, on avait des chances d'avoir moins d'eau sur le glacier, moins de crevasses et tout. Puis malgré ça, le fjord qu'on devait traverser pour se rendre à notre point de départ en traîneau à chien avait commencé à fondre, à déglacer. Fait que les traîneaux à chien n'étaient plus une option envisageable. Fait qu'on s'est dit, ben, c'est pas grave, il nous reste le backup de l'hélicoptère qui est très coûteux, mais c'était notre backup.
Sauf que justement, à cause du volcan, les hélicoptères, ils avaient roulé beaucoup plus pour rattraper le temps perdu. Donc, il en restait un qui était disponible. Les autres étaient en maintenance. Puis celui-là, bien, naturellement, était priorisé pour le transport des gens locaux et non pas pour analyser. Fait qu'il aurait fallu attendre 2 semaines sur place avant d'avoir un vol. Fait que nous, on s'est dit, très optimiste qu'on était, qu'on allait trouver un autre moyen de se rendre à notre point de départ. Fait qu'on a cherché dans le village. Finalement, on a trouvé quelqu'un qui, lui, il disait qu'il y avait un bateau de disponible, mais plus au nord. Donc, il fallait rejoindre son bateau plus au nord, donc longer le fjord sur la rive est, monter à son bateau. Puis là, le fjord était assez dégelé pour pouvoir naviguer entre les glaces pour qu'il nous amène au glacier l'autre bord. Parce que où on arrive, c'est une île. Donc, l'aéroport international, si on veut, est sur une île. Donc, il faut quitter cette île-là, traverser le fjord et se rendre au glacier. Fait qu'on se rend à son bateau qui, finalement, n'était qu'une simple chaloupe à moteur. Avec tout notre matériel, il a fallu qu'il fasse 2 voyages pour nous traverser. C'était assez rock'n'roll, là. À travers le fjord qui déglaçait dans une petite chaloupe d'aluminium, on ne se sentait pas très, très en sécurité. Mais bon, finalement, il nous a traversés. Puis lui, ben, sachant pas trop c'est quoi une expédition polaire de traîner un traîneau de 200 livres, là, à peu près, lui, dans sa tête, à partir de où ce qu'il nous laissait, c'était facile. On avait juste à aller rentrer dans le fjord secondaire, puis on allait atteindre le glacier. Ben, atteindre le glacier à partir de là, ça nous a pris 1 semaine encore. Oh! On parle de quelle distance à peu près? Une affaire on devait faire du 10 km par jour. Là. C'était incroyable. Lui, dans sa tête, tu sais, eux autres, les Inuits, tu sais, ils naviguent plus bien à pied. Là. C'est tout en motoneige, en bateau. Ça fait que lui, 50, 60 km, c'était une affaire d'une journée ou 2. Là. Mais non, ça nous a pris 1 autre semaine de se rendre là. Est-ce que c'est la pente qui rendait ça difficile comme ça? Non, c'est que pour rentrer dans le fjord secondaire, on était sur le fjord en tant que tel. Donc, on était dans les blocs de glace avec nos traîneaux à zigzaguer là-dedans pour Alors, c'est les conditions de glace là, qui étaient très difficiles, accidentées. Oui. Parce que là, c'était c'est un peu comme le fleuve ici, quand ça dégèle là, au printemps, là, il y a du courant, il y a des blocs de glace. Il y en a qui sont fiables, il y en a qui ne le sont pas. Ça fait qu'on zigzaguait là-dedans avec nos traîneaux qui accrochaient tout le temps. Puis là, tu dois te brûler. C'est que tu te brûles puis tu manges la nourriture que tu n'es pas censé manger. En partant. Au départ, c'est ça. Au départ. Puis là, l'autre chose, finalement, c'est qu'en arrivant, ça, c'est pas le lieu de départ habituel d'une expé au Groenland parce que normalement, l'expé part à peu près en face de l'île où on est. Puis là, il y a une expé a un point de départ parce que c'est un point de départ qui est propice à démarrer une expé. Hein? Ça fait que où on devait commencer notre expé, c'était une belle pente progressive qui nous permettait de s'acclimater tranquillement puis de monter ça en douceur. Tandis que où on se ramassait finalement, bien là, on était dans de la pente là, assez intense. Fallait faire des systèmes d'avantage mécanique pour monter les traîneaux. Là. Fait qu'on montait 2 sur un traîneau. Rendu en haut, ben, on tirait l'autre traîneau. C'était n'importe quoi. Mais nous autres, on était dedans puis on se disait « Ah, c'est pas grave, une fois rendu sur le glacier, ça va bien aller. » Mais là, finalement, c'est qu'une fois rendu au sommet du glacier, quand ça commence à être un terrain où là, on peut commencer à avancer, bien là, on avait pris du retard. En plus de ça, on est comme arrivé dans une zone, au Groenland, ils appellent ça, ce vent-là, le Piterak. Donc, c'est un vent katabatique qui atteint son maximum là, dans une certaine zone. Puis, dépendamment des conditions, quand c'est très chaud à la base et très froid au sommet, bien là, ça fait une zone de basse pression, ça tire l'air froid. Puis là, les vents peuvent atteindre 200-300 km/h. Il y a même des sirènes d'alarme dans les villages là, sur la côte quand ce vent-là arrive pour que les gens se mettent à l'abri. Puis, ben, vu que tout allait bien, ben, on a pogné un Piterak. Donc, on a été bloqué par cette tempête-là 1 journée et demie de temps. Fait qu'il n'y avait vraiment rien pour qu'on puisse rattraper le temps perdu. Fait que là, vous avez perdu quasiment, au final, une dizaine de jours. Oui. Ben, dans le fond,
pour arriver à un point X, disons, là, au sommet du glacier, qui aurait pris peut-être 4 jours à arriver là en temps normal. Là, ça nous a pris 2 semaines. Et là, là. Ouais. Fait que là, mais nous autres, on était quand même convaincus qu'on serait capable de rattraper tout ça. Ça fait qu'on continuait jour après jour de pousser. Puis là, il y avait vu qu'il fait chaud, ben là, il y avait des précipitations de neige un peu plus abondantes. Fait que là, le traîneau s'enlisait, puis on ne progressait pas. Mais c'est pas grave, on continuait. Puis, ben tout ça, jusqu'à un moment donné, là, tu calcules ta bouffe, tu calcules le kilométrage qui reste à faire. Tu te dis, ouais, là, si je continue, il y a des chances que ça aille mal à un moment donné. Fait qu'on a décidé de revirer de bord vers le point où normalement on aurait débuté l'expédition. Ça fait que ça nous faisait moins de kilométrage à retourner là que de traverser l'autre côté où on était rendu. Et à ce moment-là, ben là, le plan de match n'est pas ça normalement. Donc, il faut faire les appels, puis il faut s'organiser pour qu'on ait quelqu'un qui vienne nous chercher à ce nouveau point de sortie. Et à ce moment-là, notre téléphone satellite a lâché. Puis là, on se demandait, là, tu te poses toutes sortes de questions, là, parce que un téléphone, on voit sur le téléphone qu'on a de la réception satellite, les batteries, on a en masse, tout est bon, on a une charge. Mais c'était Globalstar. Non, mais c'était la compagnie Cell Univers, je me permets de la nommer, elle a fait faillite. Ouais. On était très contents. Eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a un gars qui est venu pour canceller son abonnement. Puis eux autres, ils ont pitonné, puis dans leur ordinateur, ben, ils ont cliqué sur la mauvaise ligne. Fait que c'est notre abonnement à nous autres qui ont cancellé au lieu de canceller l'autre. Non. Ben non. Non, ouais. impossible. Ben non. Nous autres, on est là. Ah, c'est drôle. Fait que là, ben, on se ramasse qu'on a pu, puis à ce moment-là, il n'y avait pas le spot, l'InReach et tout ça. Ça fait que là, on se ramasse qu'on n'a plus de moyens de communication. Tout ce qu'on a, c'est notre balise, notre PLB, notre balise de détresse avec un seul bouton. Cette balise-là, c'est un bouton. Quand ça va mal, tu pèses dessus. Fait que là, on veut pas peser là-dessus. Fait qu'on se dit, ben écoute, on va se rendre jusque sur le bord de l'eau, puis on lancera des flares. Peut-être qu'il y a un pêcheur qui va passer quelque chose. Fait que ça, c'est de l'optimisme. Ça. Oui, c'est vraiment, c'est comme, si t'es au Groenland, c'est pas trop, là, on va lancer des flares. On va faire du pouce. On va faire du pouce à l'improviste. On attendra quelques jours là, sur le bord de l'eau. Ça fait qu'on s'est mis en direction de ce point-là en espérant qu'une fois sur place, il y aurait quelqu'un qui passe. Puis, on a croisé au loin, à un moment donné, on skiait, puis au loin, on voit une genre de tache noire qui n'est pas naturelle dans le décor du Groenland. Puis, sur le coup, on se dit, hey, là, on n'a pas de temps à perdre d'aller voir c'est quoi. On continue en ligne droite, laisse faire ça. Puis, la curiosité nous a comme fait, hey, on va aller voir, là. On a bifurqué pour aller voir c'était quoi. Puis, c'était un photographe australien qui avait établi son camp là. Lui, il prenait des photos du ciel. Il voulait faire un genre de montage 360 pour mettre dans un musée. Ça fait qu'il y avait comme 18 caméras. Il photographiait le ciel sur toutes les angles. Puis c'est ça qu'on voyait de loin, toutes les petites caméras sur des trépieds. Puis lui, il attendait un hélicoptère qui venait le chercher dans 2 jours. Fait qu'on s'est installé là. On a fait connaissance, puis on a dit on va splitter le taxi si tu veux. Fait que lui, il était tout seul, il y avait de la place en masse dans l'hélicoptère. Ça fait qu'on ça devait faire son affaire pas mal au prix des taxis. Et voilà. Fait que c'était gagnant-gagnant. Là. Mais la chance qu'on a eue de tomber sur ce gars-là, encore là, en repartant à l'hélicoptère, on a passé au-dessus du lieu où on devait arriver, nous autres. Puis, il y avait une chance sur 100 000 qu'à un moment donné, quelqu'un passe par là. C'est incroyable, ton histoire, c'est incroyable. Puis ce qui est intéressant là-dedans, au final, c'est quand tu prends un certain pas de recul, tu te dis au début, ce qui vous a mis dans cette situation-là, c'est plein de facteurs que vous ne pouviez pas contrôler, tu sais. Puis ce qui devait être assez frustrant. Puis là, par la suite, avec une certaine naïveté puis un certain manque d'expérience, là, ça vous a amené à faire plein d'autres choses, mais finalement, ça a bien fini. Tu sais. Oui, puis en fait, c'est des éléments qu'on n'a pas le contrôle, oui et non. Tu sais, aujourd'hui, je ne pars jamais avec un téléphone satellite ou un moyen de communication. Tu sais, il reste qu'on avait quand même la balise de détresse, qu'il y a quelqu'un qui serait venu nous chercher, mais
ça aurait coûté plus cher. Mhm. Non, on n'était pas en danger de mort. Il nous restait quand même cette option-là. Mais oui, comme la plupart du monde prenait l'hélicoptère pour aller à leur point de départ, booker ça d'avance. Nous autres, on s'est dit, on va le faire un peu plus classique. On va prendre des traîneaux à chiens, mais on ne connaissait pas le risque que le fjord, une fois sur 5, il n'est pas praticable à ce temps-là de l'année. Fait que, il y avait un petit peu de recherche qui manquait peut-être dans la préparation de notre expédition. On n'aurait probablement pas pris le risque de dire, on va prendre le traîneau à chiens. On aurait tout de suite booké un hélicoptère. Il y aurait peut-être eu du retard pareil par rapport au vol puis au volcan, mais au moins, on aurait eu notre place de booker un peu plus tôt. C'est des choses comme ça, mais une fois qu'on est dedans dans l'expé, on est souvent dans notre bulle que, non, ça va bien aller, puis on va faire ça de même. Puis, fait, de là, l'importance vraiment d'avoir un plan de match bien établi avant de partir, parce qu'en expé, des fois, on ne réfléchit pas comme on réfléchit dans le confort de notre foyer. T'sais. Fait que le plan de match, c'est important de le faire avant de partir. Même s'il y a de l'improvisation qui se fait, tu es capable de dire, regarde, on avait prévu ça pour telle raison, ça fait qu'on va s'en tenir à ça. Mais on a appris beaucoup. Ça a été une belle expé pour apprendre, ça, c'est sûr. En revenant de ça, étiez-vous déjà, justement, avais-tu une certaine amertume, un peu découragé, ou tu étais déjà focus sur le prochain défi en disant, bon, là, j'ai appris beaucoup, j'ai fait des erreurs que je ne referai pas, let's go, on continue? Ou ça t'a pris un certain moment là, à atterrir un peu puis à te dire... Ça a pris un certain moment parce que sur le coup, nous autres, on voyait ça un peu comme un échec. Là. Voyons, le pas de recul qu'on prend pour voir tout le tableau, vraiment, c'est quoi qui est arrivé. Ça, on ne l'avait pas. On avait encore on n'a pas réussi d'en faire. C'est juste ça. Hey, on n'a pas réussi à traverser, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Fait que c'était un peu ça qu'on avait d'en face. Puis en même temps, l'orgueil a pris le dessus en disant hey, c'est pas vrai que on va se faire avoir à cause d'un volcan ou à cause d'un téléphone satellite qui n'a pas marché. Fait que ça n'a pas pris de temps qu'on était déjà reparti vers un autre projet. Là. Je me souviens que peut-être une semaine après, là, j'appelais Olivier puis je disais OK, j'ai d'autres choses à te proposer, on se reprend, là, puis là, on va faire de quoi de différent. Mais sur le coup, c'est dur, tu sais. Tu mets tellement de temps dans ces projets-là. Puis ce qui est évident, c'est qu'il voulait partir de là à là, c'est pas ça qui est arrivé, c'est un échec. Mm-hmm. Fait que être arrêté à ça, ça aurait été un échec. Mais maintenant, je suis capable de le voir assez facilement. Toutes les choses qu'on a apprises dans cet expé-là, c'est incroyable. Tu ne peux pas dire que c'est un échec, cet expé-là, parce que probablement que mon expé en Antarctique a si bien été à cause de bien des choses qui sont arrivées dans l'expé au Groenland. Mm-hmm. C'est sûr et certain que je ne considère pas ça comme un échec. L'objectif initial n'a pas été atteint, ça c'est clair et net, mais c'était loin d'être un échec. Le 2010, après ça, votre prochain projet, ça a été le passage nord-ouest. Oui, exactement. Là, en revenant, ce qu'on se disait, il y avait deux choses. Moi, ça me tentait d'en faire une au Canada. Puis, dans l'actualité, on parlait beaucoup justement du passage du Nord-Ouest, de l'Arctique qui était un peu la souveraineté de l'Arctique. Il y avait les Américains, les Russes, les Danois, les Canadiens. On chicanait un peu l'Arctique puis l'archipel canadien. Ça fait que c'était beaucoup dans l'actualité à ce moment-là, 2010-2011. Ouais. Ça fait que je me suis comme penché un peu. Je regardais ça, l'Arctique, le passage du Nord-Ouest, de quoi ça avait de l'air. Puis, il me semble que ça serait une belle place à aller. Puis là, il me restait à choisir comment on le fait. Fait que, vu qu'on arrivait d'une expérience en ski, j'essayais de trouver d'autres choses un peu différentes. Ça fait que je me suis dit, on pourrait le faire en kayak parce qu'on parlait justement aussi de la fonte des glaces. Ça commençait à jaser, puis c'était un peu pour ça que là, tout le monde se chicanait l'Arctique parce qu'il voyait une opportunité. Ça fait que je dis, si les glaces fondent, on a un peu plus de temps, on pourrait essayer de le faire en kayak. Ça fait que là, je me suis mis à travailler là-dessus. J'ai appelé Olivier, voir si ça y tentait. On a regardé la faisabilité du projet, combien de temps qu'on avait. Là, j'ai fait des recherches sur les statistiques avec la garde côtière, donc tout l'englacement, à quelle période de l'année ça déglace. On s'est fié beaucoup à ça. Puis on a calculé là, toutes nos distances quotidiennes, combien il fallait faire de kilomètres.
Puis on a commencé à travailler là-dessus. Ton expérience de kayak de mer avant ça, c'était quoi? C'était... tu sais, je faisais du kayak de mer comme ci, comme ça. Tu sais, j'avais jamais été dans l'extrême, là, tu sais, sur le fjord du Saguenay, quand j'étais plus jeune, je l'avais fait un peu. Sinon, ben, c'était un voyage ou 2 par année là, aux Escoumins, aller voir les baleines. Puis à Québec, de temps en temps, une petite sortie. Mais jamais rien d'extrême, là. C'était très récréatif comme kayak de mer avant ça. Fait que naturellement, ben là, on s'est mis à travailler un peu plus, voir qu'est-ce qu'on était capable de faire en kayak. On s'est entraîné. Puis Olivier, c'était un peu comme moi. Lui, Olivier, il faisait plus du kayak d'eau vive. Ça fait que ça a été de voir un peu ce qu'on était capable de faire. Puis encore là, avec tout ce qu'il y avait comme conditions de mer puis conditions météo dans le Nord. Puis non, on a mis le projet sur pied là, tranquillement. Il y avait beaucoup d'inconnus parce que il commençait à avoir des voiliers qui le faisaient, le passage du Nord-Ouest, mais à propulsion humaine, ça ne s'était jamais fait. Ça fait que là, naturellement, ce qu'ils appellent le passage du Nord-Ouest, pour les voiliers, s'ils veulent faire une traversée, il faut qu'ils passent d'un océan à l'autre, soit du Pacifique à l'Atlantique. Naturellement, cette distance-là, en un été à propulsion humaine, c'était impossible. Pratiquement impossible, ben non, c'est ça. Fait que, à moins d'avoir des voiles. Ça fait que là, on s'est dit, on va faire la section qui est vraiment passage, là, vraiment entre les îles. Parce qu'avant ça, c'est quand même de l'eau libre. Là. Tout ce qu'il y a au nord de l'Alaska, il n'y a pas de passage comme tel. Fait qu'on s'est dit, on va commencer à peu près à limite territoire du Nord-Ouest Yukon, là, où le fleuve Mackenzie, un petit village qui s'appelle Tuktoyaktuk. Puis on voulait finir à Igloolik, qui est à peu près à la verticale là, de l'ouest du Québec, là, si on veut. Tout ça là, au-dessus du cercle polaire, là, à des latitudes d'environ entre 66 et 72 degrés, si je me souviens bien. Fait que c'était ça le projet. Vous ne pouviez sûrement pas suivre la côte de façon continue sans arrêt. Vous avez dû avoir à faire des grosses traverses quand même. Là, les plus grosses traverses qu'on faisait, c'était à peu près 30-35 km. Ça fait qu'on se retrouvait là, à 15-16, mettons 17 km de la côte, là, le plus loin à peu près en tout temps. Mais vu qu'on devait revenir dormir sur la côte, là, c'était pas mal ce qu'on appelle du cabotage comme navigation. Là. On suivait la côte. Sinon, quand il y avait des îles, là, on pouvait se permettre de faire un peu du saut de mouton d'une île à l'autre. Ce qui nous permettait de gagner du temps parce qu'il y a quand même des grandes baies dans l'Arctique parfois. Là. Ça fait que plutôt que toute la contourner, on pouvait se permettre de la traverser à certains endroits. Puis, il y avait toujours aussi le ravitaillement qui était une problématique. Là. Dans un kayak, on avait à peu près 2 semaines d'autonomie. Là. Ça fait qu'aux 2 semaines, on était capable, à peu près aux 2 semaines, de rejoindre un petit village inuit pour ravitailler, soit faire l'épicerie sur place ou se faire shipper du stock directement. Vous êtes arrêté à quelle communauté? On partait de Tuktoyaktuk, on est arrêté à Polatuk, Kugluktuk, Cambridge Bay, puis Joe Ivan. OK. Puis c'était comment les contacts avec les résidents? C'était super, vraiment. Là, en fait, ce qui était le plus intéressant, c'était les contacts qu'on faisait avant d'arriver dans les communautés. Parce qu'eux autres, c'est des chasseurs, des pêcheurs. Ça fait que souvent, 2 jours à peu près avant d'arriver dans les villages, on commençait à avoir des petites cabanes. Ben oui. Ouais. Fait que, mais pas plus loin que ça. Ils restent assez proches, pareil, de leur village. Fait que ces gens-là, on les rencontrait, puis c'est des gens super généreux. Là, c'est incroyable. Et nous autres, on arrivait là avec de l'équipement high-tech, un kayak de riches pour eux autres. Puis eux autres, ils nous offraient à peu près tout ce qu'il y avait. Là. Ah, venez, on va vous faire de la bannique, une bonne soupe de caribou. Puis on repartait, on a croisé des chasseurs à un moment donné, ils venaient tuer un caribou, puis ils nous ont fait une soupe de caribou, d'autres qui nous ont donné une pièce de jerky de caribou, de la bannique. C'était merveilleux. Puis il y en a un en particulier, là, il s'appelait Frank, il devait avoir 70 ans à peu près. Il était avec sa femme, il avait leur petite tante.
Là, on est rentré dans la tente, puis on s'est assis, on a pris un café avec la bannique, on a jasé vraiment longtemps. C'était drôle parce que lui, sa référence dans le temps, c'était l'arrivée de l'homme blanc. Tout était par rapport à l'arrivée de l'homme blanc. Son point, là... L'an zéro, là. Oui, l'an zéro, là, c'était l'arrivée de l'homme blanc dans l'Arctique. Non, c'était une expérience culturelle là, vraiment enrichissante. Ça a été merveilleux. Puis c'est le fun parce qu'on avait été un petit peu échaudés avec les peuples nordiques parce qu'au Groenland, on était comme vus un peu comme des profiteurs. Les touristes blancs qui venaient au Groenland, on n'était pas si bien accueillis par les peuples autochtones qu'il y avait là. Puis c'était un peu comprenable parce que eux autres, tout ce qui est bon job, tout ce qui est payant au Groenland, c'est les Danois qui ont ça, donc des Blancs. Ça fait que la relation avec eux autres est assez ordinaire. Puis, on n'avait pas senti qu'on était les bienvenus. Puis, on était resté un petit peu sur nos gardes. Puis là, c'était complètement différent. Là. On arrivait dans les villages, puis ils nous voyaient arriver avec le kayak qui descendait. Il y en a qui arrivaient avec les 4 roues. Hey, on va vous aider à monter ça. Il y en a une, à un moment donné, elle nous a prêté son pick-up pour redescendre notre stock à l'eau parce que l'hôtel était comme en haut complètement du village. Fait qu'elle nous donne les clés. Là. Prenez mon pick-up, puis descendez votre stock, ramenez le pick-up, vous laisserez les clés là, sur le front desk, là, puis bonne chance pour le reste. C'était incroyable. Là. Ah, c'est malade. J'ai tellement d'images en tête d'expériences que nous aussi, on a vécu avec les communautés. Là. C'est la même histoire qui se répète. Là. C'est juste... C'est tellement, tellement enrichissant. Puis c'est ça, c'est des peuples vraiment très chaleureux. C'est le fun. C'est cool que tu aies pu vivre tout ça. Là. Ça rajoute tellement à une aventure, là, pareil. Là. Ça la transforme complètement. Hein. On dirait qu'en fait, eux autres, ils savent c'est quoi vivre dans ces conditions-là. Ça fait que quand tu te vois y arriver... Là, ils te demandent, tu arrives de où? Puis tu dis, j'arrive de Tuktoyaktuk, c'est 700 km d'ici, ça là. Tu arrives de là-bas? Ils te regardent et ils disent, OK, attends, tu as besoin d'une bonne soupe. Viens, on va jaser un peu. Nous autres, quand on arrivait proche de Nain, au Labrador, le monde qu'on croisait en bateau moteur, on leur disait qu'on arrivait de Shefferville. Mais tu sais, eux autres, arrivés de Shefferville, ça voudrait dire qu'on a passé par le Churchill puis Fraser. Tu sais, c'est comme plus rapide que par les Torngat. Ah ouais. Quand on leur disait on a passé par le Mont d'Iberville, là, ils disaient « Oh, long ways for a cup of tea! » C'est exactement ça. Non, mais ils comprennent exactement. Même s'ils ne font pas tout le temps les mêmes sports que nous, puis définitivement pas pour les mêmes raisons que nous, il y a quand même un lien qui se crée pareil, ne serait-ce que par les paysages, puis l'appréciation du territoire, puis il y a quand même ça. Oui, c'est ça. On se retrouve un peu au même niveau là, quand on arrive là. Non, c'était vraiment le fun, ça, cet aspect culturel-là. Ouais. Donc, au total, ça a pris combien de jours faire cette expédition-là? Le passage nord-ouest, ça a été 57 jours pour un total de à peu près 2800 km. OK. Au début, dans votre préparation, tu dis que vous avez fait un peu de kayak de mer quand même déjà, mais est-ce que tu t'es entouré de gens qui avaient fait des longues expéditions dans ce style-là, pour connaître un peu la vitesse moyenne, le kilométrage, les traverses? Non, ben pas tant. En fait, j'avais un peu... J'étais encore un peu frustré des mauvaises infos que j'avais eues pour le Groenland. C'est qu'on a fait nos tests. On a fait pas mal de sorties avec chronomètre et GPS à l'appui. Là, on a fait nos tests. On a regardé des sorties de 4-5 jours. Qu'est-ce qu'on était capable de faire comme progression là, avec les vents et la marée. Ici, c'est pas pire parce qu'à Québec, on a quand même des bons courants. On a quand même pas mal souvent du vent sur le fleuve. Ça fait qu'on faisait des circuits soit de Neuville à Québec, le tour de l'île d'Orléans, puis là, on calculait avec les marées, les courants, les vents. Puis, ça nous a donné des données au niveau de la vitesse qu'on était capable d'avoir. C'était un peu aussi pour ça, d'ailleurs, si on choisissait un tandem ou bien partir avec 2 solos.
Ça nous a donné des données de distance qu'on était capable de faire, dans quelles conditions qu'on était à l'aise aussi. Fait qu'on sortait des fois là, quand il faisait moins beau, justement, pour tester un peu le kayak avec le chargement et tout ça. Puis, on a quand même planifié ça sur 3 ans, à peu près. Ça fait que ça nous a donné le temps là, de faire pas mal de tests à ce niveau-là. Ce qui nous a amené là, avec... nous autres, on voulait faire une moyenne à peu près de 45 km par jour. Puis je me souviens, il y a bien du monde de kayak qui trouvait que c'était beaucoup. Là. C'était pour ce qu'on voulait faire, puis charger comme on était, surtout, là, parce que c'était pas des kayaks c'était pas un kayak de performance. C'était quand même pas pire. C'était le Beluga, c'était un tandem en fibre qu'on avait. Mais reste, c'est pas avec ça que tu fais de la grosse vitesse. Puis au final, ça a fini qu'on roulait pas mal plus à 50 km par jour que 45. Là. Ça fait que il y a même notre grosse journée, je me souviens, une journée qu'on avait faite 84. Je pense que c'est ça, 84. On était en retard d'une demi-journée, puis après cette journée-là, on s'est retrouvés en avance d'une demi-journée. Fait que, puis vers la fin, là, quand je dis qu'on faisait 50 de moyenne, c'était sur la durée totale de l'expé. Puis vers la fin, on était rendu là, qu'un 60 km se faisait bien. Là. C'était pas trop forçant de faire 60 km dans une journée. C'est un pace de quoi, 6 km/h ou plus que ça? Oui, à peu près, là, autour de. Ouais, okay. À peu près. Méchant beau trip, ça. Vraiment, c'est inspirant, ce trip-là, je trouve. L'article, le passage du Nord-Ouest, ça a été vraiment des paysages à couper le souffle. On était en contact avec la faune là, à tous les jours. On avait des caribous par dizaines autour de la tente, des phoques tout le temps, des oiseaux, des millions d'oiseaux. Là, c'est même plus des milliers. C'est incroyable. Quand on voit passer ici les oies sauvages, les outardes et tout ça qui s'en vont dans le nord, bien là-bas, ils étaient là. Ils étaient vraiment tous là. On a toutes des sortes d'oiseaux qu'on n'avait jamais vues. On n'a pas croisé d'ours polaire. On va le dire tout de suite. On a croisé un grizzly. Puis lui, il se demandait vraiment ce qu'on était parce qu'on avait le vent favorable pour nous autres. Là. On avait le vent de face quand on est arrivé, mais c'était comme un setup parfait. Là. Nous autres, dans la préparation, on avait comme déjà désigné les endroits approximatifs où ce qu'on allait coucher à chaque soir. Là. Ça fait qu'on avait une 60aine de points sur la map. Parce que la problématique, c'est l'eau douce à trouver. Là. Ça fait que ça nous prenait une source d'eau douce. Puis, un relief assez plat pour sortir en kayak là, sans trop se donner de misère. Ce setup-là était juste parfait. Il y avait une belle plage, il y avait une petite rivière qui coulait à côté. D'après moi, sur les 60 spots, là, c'était le plus beau de la gang. Puis en arrivant le soir, il y avait un grizzly d'assis là. Il nous attendait. Là, on a fait bon, on va aller se promener ailleurs. Puis au début, on s'est comme approché pour le filmer puis tout. Puis il s'est vraiment jeté à l'eau puis il s'est mis à nager vers nous autres. On s'attendait à ce comportement-là d'un ours polaire. Ouais. Le grizzly, il nous a surpris un peu. Ça fait que là, on a backé un peu. L'avantage, c'est que ça nage un peu moins bien qu'un ours polaire, justement. Ben oui. Fait que, on s'est éloigné. Là. À un moment donné, il a su qu'il ne nous rattraperait pas. Ça fait qu'il est retourné à la berge. Puis, il y avait une île en face. Le temps qu'on fasse le tour de l'île, on le voyait, il s'en allait. Fait qu'on a dit, on reprend notre spot. Fait qu'on est allé s'installer là. Puis c'est ça. Ça fait que tout ça pour dire que de la faune, il y en avait tout le temps. Là. C'était vraiment était omniprésente. Là. Puis, malgré tout ce qu'on pense, on avait une clôture pour se protéger des ours et tout, mais le seul animal qui nous a attaqué, on a même vu des bœufs musqués aussi, puis le seul animal qui nous a attaqué, c'est un goéland. On s'est fait attaquer par un goéland. Fait que tout ça pour dire qu'on ne se méfiait pas des bons animaux. C'est surprenant des fois. Ouais, on a dû passer trop proche un peu de leur nid, là, mais je te dis, c'est quand même assez peurant. Là, quand ça doit, quand ça te biffe, là. Ouais. Puis c'était vraiment un gros goéland. Là. Fait que tu lèves la pagaie,
c'est ça. Fait que c'était magnifique. Vraiment, l'Arctique, là, le passage du Nord-Ouest, là, de toute beauté. Là, tu reviens de cette expédition-là, 2013, puis est-ce que C'est un franc succès. J'imagine que vous êtes Ben gonflé oui. à bloc. Oui, bien en fait, oui, parce que là, toute la préparation qu'on avait faite, encore là, un petit bémol, parce que nous autres, on a fini à Joe Haven, puis on voulait pousser un peu plus loin, mais cette année-là, en 2013, ça a été, dans les 20 dernières années, l'année où il y a eu le plus de glace puis le plus de froid. Ça fait que, il y a une baie, le Committee Bay, qu'on devait traverser pour rejoindre les Igloolik, qui n'a jamais dégelé de l'été. Fait que, juste pour faire du mal, cette année-là, 2013, le passage a été écourté un peu. Mais tout de même, ça a super bien été. Il y a plusieurs autres personnes qui ont essayé de refaire cette expédition-là, dont une Française là, qui est une habituée des traversées océaniques, qui n'a jamais réussi à faire, a fait à peu près le quart de ce qu'on avait fait comme distance. L'année où on le faisait, il y avait d'autres équipes, dont quatre gars qu'eux, ils étaient dans un genre de rameur là, pour faire des traversées océaniques. OK. Ils se relayaient 24 heures sur 24. Puis eux, ils n'avaient pas à retourner sur la berge à chaque fois. Puis eux, ils ont arrêté là, un village encore avant nous autres. Ils ont arrêté à Cambridge Bay. Donc à peu près 600-700 km avant nous autres. Fait que, on était quand même satisfaits malgré le fait qu'on n'a pas pu se rendre au point où on voulait. Puis même la garde côtière, parce qu'on a croisé un brise-glace de la garde côtière, ils nous ont d'ailleurs invités à bord. Puis c'était drôle d'accoster le petit kayak de 20 pieds sur le brise-glace de 80 mètres. Puis eux autres, c'est ça qu'ils nous disaient. Ils disaient 1er septembre, il faut que vous soyez sortis. C'est l'hiver. Là. Puis on a fini le 15 septembre. Là. On a quand même poussé jusqu'au 15 septembre. OK. Ça fait que ça a été quand même très efficace, le kayak, dans ces conditions-là, là, par rapport à tous les autres bateaux qu'il y avait cette année-là qui essayaient de faire la même affaire que nous autres. Là. Ça fait que, ouais, on était assez gonflés à bloc par cette expédition-là. Puis là, ben, tout avait quand même bien été. Là. On n'a pas eu de bad luck au niveau de l'organisation, de l'équipement. T'sais, on savait que là, on avait fait nos devoirs. Puis on avait un peu là, un genre de blueprint là, qui était efficace. Là. Moi, je savais dans ma tête que ce que j'avais fait, autant mon comportement dans l'expédition au niveau de la gestion de l'effort et tout, que dans la préparation, tout était pas mal optimal. Là. Ça fait que, en revenant de là, ben, naturellement, j'avais encore envie de repartir pour une autre expédition. Qui a été le... ouais, vas-y, Guy. Ben, moi, je suis juste curieux. Prochaine expédition, est-ce que c'était une option dans votre tête à vous de retourner au Groenland pour faire la traversée un peu par orgueil ou par défi? Parce que justement, tu t'es lancé au pôle Sud. Ouais. Et c'est ça, moi, je trouve ça intéressant. Est-ce que vous y avez pensé ou même pas? Vous autres, c'était déjà derrière vous? Ben oui, on y a pensé, mais en même temps, tu sais, je peux pas parler pour Olivier, mais d'après moi, il est arrivé un peu à la même conclusion, c'est que je me disais, pourquoi retourner à la même place? T'sais? Mm-hmm. Oui, tu sais, il y avait l'orgueil qui disait, là, je sais que je le ferais, là, tu sais, ça serait pas... Ça serait beaucoup moins pénible que ça l'a été en 2010. Mais en même temps, avec tout ce qu'il y a à voir sur la Terre, pourquoi je retournerais à la même place? Fait que c'est un peu ça qui a été la conclusion dans ma tête. Puis en même temps, c'est peut-être un peu pour ça que je me suis réaligné vers une expé polaire à ski pour aller faire de quoi d'un peu plus grand que le Groenland, puis peut-être me dire dans la tête, ben regarde, le Groenland, ça serait pas si dur avec ça. Mais on y a pensé pour se dire, regarde, là, on va le cocher pour vrai là, sur notre liste. Là. C'était une petite erreur de parcours. On va le faire comme du monde, puis après ça, on n'en parlera plus. Mais c'est de l'argent, c'est du temps. Ça reste que c'est ça, c'est du temps et de l'argent à ta barouette, juste pour réparer une petite erreur. Que, ben oui. Quand tu penses que tu as déjà appris ta leçon, là, ça fait voilà. beaucoup. Voilà. Moi, je pense qu'on a appris ce qu'on avait à apprendre. Puis c'est un peu ça, parce que tu sais, quand je me lance dans une expé,
sais, je veux apprendre. Il faut que j'apprenne quelque chose. C'est un peu parmi les raisons qui font que je fais une expé, c'est il faut que j'apprenne quelque chose. Fait que si je vais refaire une expé juste pour dire, regarde, je l'ai faite, là, la première fois, ça a mal été, mais là, tu sais, je fais pas une expé pour prouver quoi que ce soit. Je fais une expé parce que je veux apprendre. Puis je pense qu'au Groenland, on a appris en tabarouette. Fait que, ouais, je suis passé à d'autres choses. Puis en même temps, ben, c'est ça, là, j'avais comme le goût un peu de faire de quoi tout seul aussi en solo. Ça fait que puis là, le raisonnement est venu sur où je vais, qu'est-ce que je fais. Puis l'Antarctique, ben je l'avais dans la tête depuis longtemps. En fait, le Groenland, c'est comme le terrain de pratique de l'Antarctique. La plupart des personnes qui vont en Antarctique passent par le Groenland en premier. C'est comme Mike Horn l'a fait, comme Bernard Voyer l'a fait. C'est un peu les mêmes conditions. C'est un gros glacier. Fait que c'est à peu près le même froid, les mêmes vents. C'est la distance qui change. Fait que en allant au Groenland, déjà en 2010, je me disais, ben, regarde, j'aurai la première étape de fête si à un moment donné, je vais en Antarctique. Puis ben, l'Antarctique, ça avait ce petit côté mythique-là. C'est comme la zone hostile sur Terre un peu. Là. Il est arrivé tellement d'histoires de toutes sortes avec les explorateurs d'autrefois là-bas. Ça fait que j'ai tout le temps eu l'Antarctique un peu dans la tête. Fait que quand est venu le temps de regarder la carte et de me dire bon, où je vais pour la prochaine, ben je regardais un peu par en bas. Puis c'est comme ça qu'est venu l'Antarctique. Puis tu avais le goût d'y aller en solo. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais développé dans les dernières années ou c'est un coup de tête là, après? Peut-être que tu as passé trop de temps dans le même kayak avec quelqu'un que tu t'es dit après 50 quelques jours, prochaine fois, je vais solo ou c'est quelque chose que tu avais déjà en tête un peu? Parce que quand même. Ben, tu peux en parler pas mal plus que nous, mais ça doit être quand même assez différent comme dynamique. Là. Même un XP quand tu es juste deux versus un XP quand tu es tout seul. Là. C'est assez différent. C'est très différent. En fait, comme je le disais, c'est que je veux apprendre quand je pars en XP. Ça fait que je ne l'avais pas fait solo. Ça fait que je me disais, là, c'est sûr. Ben, je retournais dans un milieu polaire avec des skis et un traîneau comme j'avais fait au Groenland. Ça fait que je me disais, ça va être la même chose, il va juste avoir des kilomètres de plus. Fait que la façon d'apprendre, c'était de rajouter un défi. Donc, le défi, comme évident que je voyais, c'était de le faire en solo. Fait que c'est comme ça qu'est venue l'idée d'aller là en solo. Parce que c'est sûr qu'Olivier a rembarqué aussi. Là. Ça, c'était pas un gros problème. Il est facile à convaincre. J'en connais des de même. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est ça. Ça fait que c'est comme ça qu'est venue l'idée du solo en Antarctique. OK. Puis, ouais. Pour poursuivre un peu, comme tu disais, il y a une bonne différence entre solo duo ou solo équipe. C'est complètement différent. Là. Ben, d'abord, il y a toute la question, mettons, logistique. Là. L'équipement, il y a beaucoup de pièces d'équipement que tu sois un ou deux, tu n'adoubles pas. Là. Ça fait que, veux pas, ça te rajoute du poids dans ton traîneau en partant. La charge de travail est doublée ou triplée, dépendamment si tu es 2, 3 ou 4. Là. Le soir, vous le savez, quand tu arrives au campement, on sépare les tâches quand on est plusieurs. Puis, à la limite, on ne fait pas tout le temps la même chose. On alterne d'une soirée à l'autre, ça fait que ça change le mal de place. Donc, la charge de travail est moindre. Les journées de white-out, les journées de navigation en boussole, bien, il y a une méchante différence entre être celui-là en avant qui a les yeux rivés sur la boussole puis qui avance, puis être le dernier en arrière qui suit les traces. Là. Fait que la difficulté juste au niveau de concentration mentale versus avancer dans les traces de l'autre ou voir l'autre se planter dans un sastrugi puis toi passer à côté. Ça fait que là, ben, au lieu d'alterner 1 heure en avant, 1 heure en arrière, ben là, tu fais 10 heures, tu es 10 heures sur la boussole à avancer les yeux là-dessus. La prise de décision, ben, c'est une autre affaire. Ça a des avantages et des inconvénients. Des fois,
dans une situation où tu dis il me semble que je prendrais un second avis ici, ben là, tu n'as pas le choix, tu es tout seul, ça fait que c'est ton avis. Par contre, quand tu es sûr que c'est ton idée qui est la bonne, tu n'as pas à débattre avec l'autre, c'est ton idée qui passe, puis il n'y a pas d'argumentation qui va là. L'autre avantage, c'est que tu es à ton rythme à toi tout le temps. Fait que si une journée, tu sens qu'il faut que tu ralentisses, ben, tu peux te permettre de ralentir. Puis s'il y a une journée, tu sens que tu as des jambes en masse et que tu peux pousser, ben, tu peux pousser. Tu n'as pas à y aller avec le rythme de l'autre. Puis ça, j'ai trouvé ça assez extraordinaire d'être tout le temps à mon rythme à moi, dans ma bulle à moi, à progresser comme moi je voulais. Puis ça, j'ai bien aimé ça. Fait que c'est ça les grosses différences là, dans une expé solo puis versus. Et là, ce qui est intéressant, ce qui est important à surligner, c'est que ça n'avait jamais été fait par un Canadien. Oui, par un Canadien. Oui, en effet. Puis ça, c'est. Ça, j'imagine que tu le savais avant de partir. Est-ce que c'était une source de motivation ou c'était un add-on puis ça ne change pas grand-chose? Je ne l'ai pas su longtemps avant de partir parce que j'ai parlé. Dans le passage du Nord-Ouest, j'ai rencontré un gars, Kevin Vallely, puis lui, il avait fait le pôle Sud en équipe. Il était 3. Il y avait Ray Zahab, Weber, puis lui. C'est des Britanniques? Non, Canadiens. Okay. Ouais. Weber, père ou fils? Mais c'est fils, oui. Ouais. Puis eux autres, ils avaient fait ça à 3. Ça fait que Kevin, lui, je l'avais rencontré dans le passage du Nord-Ouest. Il était un des gars qui ramait sur un bateau, sur un bateau pour faire des traversées océaniques. Puis on s'était rencontrés dans des villages là, à 2 reprises. Puis on avait jasé, on avait gardé contact. Puis quand j'avais vu après ça, en googlant ce qu'il avait fait avant, qu'il était allé là, je pense qu'il était dans les premiers Canadiens qui le faisaient. J'y avais écrit, puis il dit « Ah ouais, puis tu vas-tu là aussi avec Olivier qui était dans le passage du Nord-Ouest? » Je dis « Non, je vais tout seul. » Il dit « Ah ouais, il dit « Ah, c'est cool ça, tu vas être le premier Canadien. » Je dis « Ah ouais? » Fait que là, il dit « Ouais, il dit « Tu vérifieras, mais il me semble qu'en solo, il n'y a pas de Canadien qui l'a fait encore. » Je dis « Ah! » Fait que là, j'ai vérifié, puis... Puis on s'entend, c'est une information assez rapide à vérifier. Oui, c'est ça. On le saurait si quelqu'un l'avait fait. Oui. Il y a une autre Canadienne qui l'avait essayé. Puis encore, tu sais, sur son site web, elle disait, je pense qu'elle l'a enlevé, là, qu'elle était la première Canadienne à l'avoir fait en solo, mais elle avait tombé. En fait, elle avait tombé dans une crevasse dès le départ. La compagnie était venue la secourir, elle l'avait amenée à la base, puis finalement, elle s'était fait redropper, passer la zone de crevasse, puis elle était repartie de là. Fait qu'elle avait comme tout sauvé la montée abrupte, là, qui est comme la place où bien des choses... d'ailleurs, elle a vécu, elle a tombé dans une crevasse en partant. Puis, c'est quand même de l'effort et de l'énergie que tu mets là pour grimper. Ça fait que... Fait qu'elle, finalement, elle a fait le pôle sud, mais sans cette zone-là. Fait que là, naturellement, c'est pas vraiment la distance complète. Ça fait qu'elle n'a jamais été reconnue comme l'ayant fait vraiment. Là, c'est comme catégorisé dans le pôle sud incomplet. Là. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Fait que, alors, ça serait encore, avis aux intéressés, ça serait encore quelque chose à faire. Ça n'a jamais été fait par une femme. Donc, en solo, non, exactement. Par une Canadienne, non. Par une Canadienne, c'est ça. C'est ça. Encore, tout à fait. Pour nous situer un peu, là, il y a combien de gens qui ont fait ça, ce que tu as fait au pôle sud? Le solo comme ça, là, on doit être rendu une trentaine. Là, ouais, à peu près. C'est pas beaucoup, hein? C'est quand même pas beaucoup, sur 100 ans d'histoire d'exploration antarctique. Oui, parce que c'est ça, les premiers sont arrivés là en 1911. Là. Ouais. Fait que, mais tu sais, il y en a beaucoup qui le font là, en équipe. Il y en a qui le font. Il y a une autre route aussi qui est moins longue. Il y en a... il y en a qui l'ont fait, comme je pense à Borgoslen, qui a fait la traversée de l'Antarctique, mais il y avait quand même une petite voile, ça fait qu'il n'est pas catégorisé comme sans assistance, sans ravitaillement, mais ce qu'il a fait est quand même plus haut que ce que j'ai fait. Là. C'est que lui, il l'a traversé au complet. Toi, tu t'es rendu au pôle. C'est ça, exact.
Exact. En fait, c'est une vraie traversée. C'est pas comme Colin O'Brady là, qui ont fait un petit 90 degrés. Qui est parti du continent, en fait. Ouais. Ça fait que, il y a bien des façons de voir les choses. Là. Il y a eu bien des débats sur bien des expéditions dans les dernières années, mais selon les règles, si on veut, là, en autonomie complète, sans assistance, là, en solo, on doit être une trentaine. Oui, c'est ça. Puis, peux-tu nous décrire un peu à quoi ça ressemble comme itinéraire? Oui. En fait, pour être comptabilisé comme le fer au complet, il faut vraiment que tu partes les deux pieds sur l'eau, là, qui est gelée, naturellement. Ça fait que moi, je partais d'un petit spot qui s'appelle Hercules Inlet. C'est comme une petite baie. À peu près à latitude de 80 degrés sud. Là. J'étais à 79 points quelques. Là. Donc, c'est 10 degrés de latitude à couvrir, ce qui donne pas loin de 1200 km. Puis, on part sur la glace à ce niveau-là. Puis là, on doit monter le glacier. Parce que le pôle sud se trouve à presque 3000 mètres d'altitude. Donc, on part au niveau de la mer. On part, en fait, à moins 200 mètres par rapport au niveau de la mer. Puis, c'est ça. C'est à peu près 1200 km en montant. Naturellement, les premières journées, ça monte beaucoup plus à pic. Ensuite de ça, c'est un faux plat ascendant pas mal tout le long jusqu'à atteindre un peu le plateau, là, à peu près à quelques centaines de mètres du pôle sud. Quelques centaines de kilomètres du pôle sud. Là, ça devient un peu plus un plateau, mais étant plateau, le froid stagne un peu plus là. Ça fait que là, on se retrouve dans les conditions très, très polaires. Puis, naturellement, vu qu'on monte et que c'est plus chaud à la base, c'est un peu comme ce que j'expliquais là, pour le Pittérac au Groenland. C'est un vent katabatique qui descend, donc j'ai le vent d'en face pas mal tout le long. C'est de là l'importance d'être bien couvert de partout. Et puis, c'est à peu près ça. C'est tout ça avec le traîneau qui suit à l'arrière, le traîneau de 110 kg au départ. Et là, cette fois-là, aucun pépin. T'en parles souvent, c'est juste tout était parfait. Ouais. Ce que tu avais prévu de nourriture. Tu l'as bouclé en 45 jours? 42 jours. 42 jours et 5 heures. Ouais. En fait, moi, je me disais que si je le faisais en 45 jours, je serais super content. J'avais 50 jours d'autonomie dans le traîneau. Je me mets à peu près un 10 là, de réserve d'habitude. Puis ouais, à un moment donné, j'ai comme trouvé mon rythme. Puis j'ai jamais voulu pousser pour arriver à telle date à tout prix comme certains le font. Là. Il y en a qui partent un peu plus de bonne heure pour arriver absolument soit à Noël ou soit au jour de l'an. Moi, je me disais, je vais le faire, je vais trouver mon rythme, puis je vais adapter ma vitesse de croisière. Puis, des journées, ça allait bien, mais je finissais ma journée, puis je poussais pas plus qu'il fallait. Là. Je faisais ce que j'avais à faire un peu. Puis, ouais, c'est ça, ça a super bien été. C'était pas facile, là. Le monde, je me souviens, quand je suis revenu, j'allais voir des commentaires sur Facebook, puis ça disait beaucoup « Hey, wow, ça a l'air facile, ça va bien ta progression. » Bon, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Chaque heure est un combat, puis t'as tout le temps, naturellement, la pression de dire « J'ai quand même une réserve de bouffe limitée. Là. Ça fait qu'il faut que j'arrive à un moment donné. » Ça fait que les journées où ça va moins bien, que la progression est moins bonne, il faut que tu fasses ta journée au complet. Puis le moindre kilomètre que tu vas chercher de plus, c'est un kilomètre de gagné que tu n'auras pas à faire plus tard. Ça fait que souvent, moi, je fonctionne, je skie à peu près 1 heure. Je prends une pause de 7 à 10 minutes pour manger, boire, puis je fais ça, je fais à peu près 9-10 sessions comme ça. Fait qu'à la fin de l'heure, là, les 8-10 dernières minutes de l'heure, là, c'est pénible. Là. C'est rough, là, parce que tu as hâte d'arrêter de prendre ta pause, parce que tu as donné tout ce que tu pouvais donner dans ces conditions-là, sachant que tu as encore 7-8 heures à faire. Là. Ça fait que oui, le monde me demande des fois, y a-tu des bouts qui étaient rough? Oui, à chaque heure. À chaque fin d'heure, c'était rough. Tu as les jambes qui commencent à chauffer, puis là, il faut que tu fasses attention pour ne pas trop suer. Puis
Fait que, mais d'un autre côté, tu sais, tout ce qui était la mécanique de l'expédition, c'était parfait. Là. Tu sais, mon équipement, je me suis pas gelé rien. J'avais même pas la moindre petite gelure d'en face. Tu sais, je m'étais dit, là, ce sur quoi j'ai le contrôle, je vais prendre le contrôle. Puis, bon, là, le reste, il y a des choses que tu n'as pas de contrôle, mais au moins, si je maîtrise ça, que hey, c'est plate, arriver le soir d'entendre puis avoir de longueur à mettre sur tous les petits bobos, puis sentir ça que ça empire à chaque jour, puis ça draine de l'énergie, puis tu as ça dans la tête tout le temps. Ça fait que moi, j'en voulais pas de ça. Puis même les médecins, parce qu'une fois par semaine, il faut parler à un médecin obligatoirement, puis là, il te pose des questions. Puis, lui, sa job, c'est de voir si ce que tu dis est vraiment vrai ou tu fais croire que tout va bien pour ne pas te faire évacuer. Mm-hmm. Il revient à charge, puis il te pose toutes sortes de questions. Puis moi, ça allait tout le temps bien. Puis non, j'ai pas de. Non, je me suis rien gelé. Ah non, même pas le nez, pas les joues. Non, il n'y a rien, ça va bien. Puis je me souviens, à la fin, là, il me restait quelques jours. Puis là, c'était la dernière fois que je parlais. Puis là, ça va bien? T'as-tu mal à quelque part? Je dis, ben là, j'ai des petites raideurs, là, mais. Fait que là, elle part à rire, puis elle dit, bon, je savais qu'à un moment donné, tu nous dirais quelque chose. Elle t'a épinglé. C'est bon. Fait que, première place où je suis allé en revenant aux 4 bases après l'expédition, c'était à l'infirmerie rencontrer les médecins parce qu'eux autres, ils font des rotations. Ça fait qu'elle qui était là au départ, quand je suis parti, n'était plus là. Fait que là, je voulais rencontrer les autres qui étaient là, à qui j'avais parlé 4, 5, 6 fois pour leur montrer de quoi j'avais de l'air vraiment, là, parce qu'il n'y avait vraiment pas de l'air à me croire que j'avais aucune engelure. Puis en effet, là, j'ai la face sur ma photo au pôle Sud, là, j'ai absolument rien dans la face. Puis en fait, c'est drôle parce qu'au pôle Sud, moi, je suis arrivé là. Il y a la grosse station de recherche au pôle Sud des Américains qu'on n'a pas vraiment accès. On peut y aller sur permission spéciale. Mais nous autres, les aventuriers qui arrivent là, on a une petite tente semi-permanente là, avec de la bouffe et tout. Puis il y a un gestionnaire de camp qui est là, puis c'est à cette personne-là qu'on se rapporte. Fait qu'en arrivant là, j'étais tout seul avec elle. Il n'y avait personne d'autre. Puis quelques heures après, il y a 3 autres personnes qui sont arrivées. Fait que là, on a échangé un peu. Puis le lendemain, il y avait un groupe qu'eux autres faisaient le dernier degré. Donc, eux autres, ils ont un guide, puis ils font juste les 100 derniers kilomètres. Un peu pour voir c'est quoi une expédition polaire, là, pour goûter un peu à ça. Les autres, ils arrivent là, puis moi, je suis dans la tente, là, ben peinard, après mes 42 jours de ski, je relaxe, petit café, les chocolat, les peanuts et tout. Puis là, ils arrivent là, puis ils commencent à me parler, puis eux autres sont convaincus que je suis un employé qui travaille là. J'ai pas de l'air d'un gars qui arrive d'une expédition. Fait que là, ils me racontent leur expédition, puis leurs anecdotes, puis leurs difficultés, puis comment c'était rough, puis que c'était froid. Puis... Fait que là, moi, je les écoute, puis c'est cool. Ah ouais, c'est le fun. Puis là, on fait connaissance un peu. Puis là, maintenant, il y en a un, peut-être le lendemain, il dit, mais toi, c'est quoi ta job ici? Je dis, ben, je travaille pas ici, moi. Je suis comme vous autres, là, j'arrive d'une expédition. Il dit, OK, tu es avec les autres là-bas. Je dis, non, moi, je suis tout seul. Il dit, mais c'est quoi que tu as fait? Ben, je dis, j'ai fait un peu comme vous autres, là, mais du début, là, 1200 km. Fait que là, il me regarde. Hein? Fait que là, il se rappelle un peu toutes les discussions qu'on a eues. Puis là, ouais, ben, là, t'as peu, là, OK. Ah, ça fait que là, toi, dans le fond, t'as tout vécu ça, mais comme 10 fois plus, là. Je dis, bon, à peu près, là. Fait que là, à partir de là, ils se sont mis super chum avec moi. Là-dedans, il y avait 2 Russes, là. La quantité d'alcool qu'il y avait, eux autres. Ils se sont comme assurés que je manque jamais de rien jusqu'à temps qu'on décolle de l'Antarctique. C'était drôle. Fait que, ouais. Ah ouais, c'est hot. C'est dans une expé de ski, on est tout le temps dans notre tête. Même à plusieurs. C'est pas comme en canot ou en kayak que tu as une proximité avec l'autre. En ski, tu es un en avant de l'autre puis tu es dans ta tête. Ben, souvent, il fait froid, tu as un masque en face. Tu peux pas vraiment te parler à moins de crier. Puis bon. Mais nous, quand on prend des pauses, on met nos sleds côte à côte puis on se parle. On arrive à la tente, ben, on se parle. Mais là, toi, tu as souvent fait des expés en duo. Là, tu sais, comme première vraie expérience là, de longue expédition en solo, comment tu as trouvé ça d'être tout le temps tout seul?
C'était différent. C'était pas si mal. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça si pire. Faut dire que la technologie est là. Tu sais, comme le soir, là, je textais avec la petite balise InReach jumelée à mon iPad. Je textais à la maison puis à mes chums. Tout, tout était bien correct. Durant la journée, comme tu dis, il y a juste les périodes que là, tu t'arrêtes, que normalement tu jases, que j'avais moins. Mais encore là, sur ma balise, des fois, je recevais à longueur de journée des messages d'encouragement. Ça fait que quand je m'arrêtais pour manger, des fois, je sortais la balise, puis là, je regardais un peu les messages que j'avais reçus. Ça fait que c'était pas si pire. Tu sais, j'ai pas souffert vraiment de l'isolement, puis tout ça. Fait que je m'attendais à ce que ça soit pire que ça, honnêtement. OK. Ouais. La soirée de Noël, non? Un peu nostalgique quand même? La soirée de Noël, ça a été un peu plus rough. Là. J'ai pris le téléphone satellite, j'ai appelé à la maison, entendre mon petit gars me parler. Ça a été un peu plus rough, ça. C'est Noël, traditionnellement, tu es avec tout le monde. Fait que là, tu es tout seul dans ta tente. Là, j'avais invité plein de monde, il n'y a personne qui est venu. Fait que c'est ordinaire, là. Fait que il y a du monde que j'ai mis sur ma blacklist. Là. J'ai dit, je vous invite plus à Noël, vous venez pas. mais non, ça a comme été ça, le bout de plate d'être tout seul. Puis en même temps, je savais, je me l'étais dit, c'est Noël. Là, ma blonde m'avait fait un petit cadeau, j'avais fait un petit cadeau. On a développé ça au téléphone satellite. Mais non, ça n'a pas été si mal à part ça. La communication était régulière à tous les jours, là, ça fait que c'était pas un gros problème. OK. Ouais. Fait que, en revenant du pôle Sud, là, c'est sûr que tu as eu une visibilité médiatique quand même intéressante. Tu as quand même fait parler de toi, tu as quand même été dans les médias un peu, tu as fait beaucoup d'entrevues. Oui, quand même, oui. Ça quelque chose qui était comme décuplé par rapport aux 2 autres expéditions. Là. La période fait en sorte aussi que c'est plus propice parce que on s'entend que dans le temps des fêtes, les médias n'ont pas grand-chose à jaser. Ça fait que j'avais quand même une bonne tribune. J'avais des contacts aussi qui s'étaient faits au cours des autres expéditions, là, notamment avec Jean-Sébastien Mascotte qui était chroniqueur plein air au soleil, avec Claude Bernatchez à Radio-Canada. Ça fait que ça a été pas pire. Puis là, c'est comme un peu, ça fait boule de neige. Hein? Quand il y en a un qui en parle, là, ça incite les autres à en parler. Ça fait que, non, ça a été pas pire à ce niveau-là. Ça n'a pas été non plus, tu sais, au point d'être désagréable. Ça n'a pas été non plus au point d'être désagréable. À un moment donné que là, ça devient là, qu'il y en a trop. Je te dirais que les 2-3 premiers jours en revenant, moi, j'avais comme juste envie de reposer, de retrouver ma petite famille. Puis là, il y avait des demandes d'entrevue, mais après ça, ça a été plus relax. Là, j'ai découvert cette semaine, c'est drôle, parce que cette semaine, j'ai découvert que j'étais dans un livre pour enfants. Il y a un des amis à mon gars, sa mère il a acheté un livre sur les records québécois, un petit livre là, dessiné. Là. Puis je suis dessiné en bonhomme de bande dessinée, comme le premier Canadien ayant fait le pôle Sud en solitaire. Ouais, c'est drôle, ça. Ah ouais, tu le savais pas, c'est ça qui est capoté. Non, je ne savais pas, c'est elle qui a écrit à ma blonde pour lui dire « Hey, ton chum, c'est Sébastien Lapierre, là? » Fait que c'est ça. Ça fait que c'est des petites choses de même. Des fois, je reçois des demandes là, pour commenter des choses qui se passent dans le domaine, justement, de l'expédition polaire ou même en général. Je me souviens, en revenant ou l'année d'après, après être revenu de l'Antarctique, on m'avait demandé pour aller, puis il faisait super froid là, en 2017, décembre, janvier 2018, dans le fond. Au jour de l'an, les fêtes du Nouvel An. Ça fait que, oui. Une longue stretch de froid. Là, ouais. Puis, il m'avait demandé d'aller parler comment s'habiller pour pas geler. Fait que des choses comme ça. Là. Le multicouche.
Ouais, Ça donne comme une reconnaissance et une notoriété. Là. Ouais, Comme, c'est quand un il peu fait ça. froid, comment on s'habille, on va appeler On va Sébastien. appeler quelqu'un qui connaît un peu ça. Fait que, ouais, non, la visibilité avait quand même été bonne. Là. C'est quelque chose où j'étais pas habitué à ce niveau-là, autant de médias. Là. J'imagine que cette visibilité-là, c'est quelque chose qui doit t'encourager à rêvasser à d'autres projets, à d'autres expéditions. Tu sais, le fait d'avoir cette reconnaissance-là, quelque part, tu te dis, tu sais, j'ai ça, je pourrais continuer, puis, tu sais, faire d'autres grandes expéditions. Oui et non. Je vois ça plus comme une facilité à aller vers des commanditaires plus que pour m'encourager moi, parce que je ne gagne pas ma vie avec ça. Ben non. Fait que c'est un peu ça la différence. Quand tu gagnes ta vie avec ça, tu as vraiment besoin de cette couverture médiatique-là. Moi, je vais la chercher. Je commence à trouver ça intéressant pour deux choses. Un, comme je disais, pour les commanditaires, mais aussi pour faire passer mon message à moi, qui n'est pas nécessairement le même qu'on voit dans les médias tout le temps. Là. Je suis un peu anti-sensationnaliste. Fait que puis ça fait une couple d'années que je me bats contre ça. Le message qui passe qu'une expédition doit absolument être une histoire d'horreur, que tu vas manquer mourir tous les jours, puis que c'est donc dangereux de partir en expédition. Fait que je me sers un peu de tout ça, de cette visibilité-là pour faire passer le message que bien préparé, ça peut bien se passer. Tu sais. Ben, c'est un message que qui passe bien venant de toi. En tout cas, tu utilises vraiment bien ton Facebook pour ça, je trouve. Là. Ben, j'espère. J'essaye. Puis j'essaie de le faire sans nécessairement causer de tort à d'autres, mais des fois, il faut dire les vraies affaires. Il faut le dire. Là. Puis le monde, souvent, qui ne connaissent pas tant le milieu, ont tendance à gober vraiment tout ce qu'il y a sur les médias sociaux puis tout ce qu'il y a dans les médias, alors que c'est tellement pas ça la réalité. Puis des fois, c'est pas l'aventurier nécessairement qui est en tort, c'est simplement le message qui est diffusé. Tu sais, je prends par exemple, on en parlait un peu tantôt avant qu'on entre en onde, Mike Horn, son histoire dans l'Arctique. Bon, ça n'a pas été aussi bien qu'il pensait, mais il n'a jamais été en danger de mort. Tu sais. Ben non. C'est normal de se mettre le pied dans l'eau de temps en temps. C'est normal que la glace cède de temps en temps. Puis, ils sont équipés pour ça. Ils ont les connaissances pour ça. Ça leur est arrivé des centaines et des centaines de fois avant cette expédition-là. Ils en ont fait d'autres. Fait qu'en aucun temps, ces deux gars-là ont été en danger. Là. Mais le message qui est sorti souvent, c'est Mike Horn et Bård Gosselin dans un état critique, en péril. En péril sur la banquise, ah ouais, c'est l'enfer. Ah ouais. Fait que, tu sais, puis ça projette le mauvais message, puis ça donne une mauvaise opinion des gens qui cherchent un peu à se dépasser puis à accomplir des défis. Tu sais, ils font pas ça pour se mettre dans le trou, ils font pas ça pour mourir, ils font ça pour revenir raconter une histoire, tu sais. Fait que c'est ça. Il y a peut-être il y a une couple de mois, j'ai vu sur Facebook, tu as commenté une photo d'un type qui est un genre d'influenceur photographe là, sur Instagram et sur Facebook. Puis là, il a mis une photo de deux montagnes, deux énormes montagnes, tu sais, puis il disait que pour atteindre ces montagnes-là, il fallait faire 2 jours de bateau dans la tempête, à des endroits où il n'y a personne qui va jamais, puis blablabla. Puis c'était super comme mythique, puis légendaire, puis épique son histoire. Là, puis tu as laissé un commentaire là, sur sa photo, là, c'était du bonbon. Ben, en fait, c'est que je posais des questions par rapport à ce qu'il écrivait, parce que puis je pense que c'était pas 2 jours dans la tempête, c'était 5 jours dans la tempête. Puis là, j'y avais posé la question, si tu navigues 5 jours, mais que c'est pas une tempête, tu vas-tu quand même te rendre à cet endroit-là? Fait que, tu sais, c'est un peu pour ramener le fait que, tu sais, puis là, il disait que c'était aux portes du pôle Nord, mais aux portes du pôle Nord, il n'y a plus beaucoup de montagnes, là. Non. À moins qu'être à la porte de quelque chose signifie être à 800 km, ce que moi, je ne considère pas vraiment la porte. Si je dis que je reste à la porte de Montréal, c'est pas à Chicoutimi. Ça fait que c'est ça. Des fois, c'est présenter des choses pour
tout de suite accrocher le sensationnel dans ce qu'on dit, mais l'endroit qu'il présentait est magnifique, là, c'est des super belles montagnes. Je ne voyais pas l'intérêt de faire à croire que c'était donc loin puis qu'il y a juste lui qui était un surhomme pour se rendre là, alors qu'il y a des bateaux de croisière qui vont régulièrement dans ces endroits-là. Donc, c'est ça. Tu sais, il y a différentes façons de présenter la vérité, la réalité. J'avais aussi fait un post à un moment donné sur une petite expédition. C'est pas une expédition, une petite randonnée que j'avais faite sur le long d'une rivière. Puis je décrivais de deux façons ma randonnée, dont une que je parlais d'hypothermie, de noyade et tout, et de bêtes sauvages qui m'attaquaient. Tandis que l'autre, j'étais tout simplement tombé dans une rivière, dans la rivière, mais dans une, je ne disais pas qu'il y avait seulement un pied d'eau. Alors que oui, l'hypothermie, si tu me mets à frissonner, c'est les premiers signes de l'hypothermie. Donc, c'est vrai de dire que j'étais en hypothermie le soir parce que je frissonnais un peu. Par contre, si tu parles d'hypothermie à quelqu'un, il se dit « Hey, Colin, il faisait froid, puis il a passé proche. » Les bêtes sauvages, c'est des maringouins. Là. Ça fait que je parle de bêtes sauvages qui m'attaquent, un maringouin qui me pique. Sont assoiffés de sang, ces maringouins-là. C'est des bêtes sauvages assoiffées de sang. Mais bon, ça reste un maringouin, c'est pas un ours. Mais si tu parles de bêtes sauvages assoiffées de sang, quelqu'un va penser à un ours, un loup, quelque chose de très dangereux. Il y a tout le temps deux façons de présenter les faits d'une expédition. Et pourtant, c'est exactement la même. Là. Ça va être aussi beau le lieu, le défi accompli va être le même. Pourquoi ce besoin de rendre tout sensationnel? Je ne sais pas. Puis, à quelque part, c'est qu'on fait, dans notre tête, à nous, c'est clair, mais en mettant tout ce sensationnel-là, on dénature un peu le fait accompli parce que pour le commun des spectateurs, j'appelle ça spectateurs parce que maintenant, c'est très médiatisé puis vraiment sur les réseaux sociaux, eux, ils n'ont pas la vision de ce qu'on a. Ça fait qu'ils vont se faire l'image à partir de ce qu'on leur dit. Puis si on laisse vraiment beaucoup de flou dans l'espoir qu'ils se fassent l'image que c'est pas vraiment, pour aller chercher un crédit qui, dans le fond, n'a pas besoin d'être là, je trouve que c'est un petit peu malhonnête comme façon de faire. Fait que c'était un peu ça le commentaire que j'avais fait sur cette publication-là dont tu parles. Au lieu de dire qu'il est tout simplement allé dans un endroit magnifique dans le nord d'une petite île de la Norvège, là, il fallait que ça soit inatteignable. Puis, c'est vrai que ça soit unique. Oui, c'est ça. Il y a quand même eu une couple de centaines de personnes, je pense, qui ont liké ton commentaire. Là. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont liké. Puis ça m'a fait, en voyant comment les gens aiment quand on confronte comme ça, des fois un overdose, un trop plein de sensationnalisme, les gens sont pas cons. Ils savent que le gars il exagère, mais il n'y a personne qui le dit, on dirait. Encore là, ils savent. Toi, tu le dis, tu sais. C'est ça qui est le fun. Ils savent pas tout le temps. Ils savent pas tout le temps. La majorité, ils le savent pas. Exact. Ça dépend des connaissances que tu as par rapport à ces lieux-là. Tu sais, quelqu'un qui connaît nullement l'Arctique, combien il y en a de gens qui pensent qu'il y a des ours polaires en Antarctique? Combien il y en a de gens qui pensent que le pôle Nord, c'est sur un continent, que ça ne bouge pas? Tu sais, quelqu'un qui ne connaît pas ça va prendre tout ce que tu dis. Tu sais, le fameux dicton « à beau mentir qui vient de loin », c'est un peu ça en expédition. Puis particulièrement quand tu es tout seul à être là, tu peux inventer ce que tu veux. Puis le monde... Puis souvent, c'est ça, le monde se défend en disant « Non, c'est vrai ce que je dis, c'est vrai, mais tu le dis en omettant certains faits dans le but de faire croire d'autres choses. » Fait que toi, tu le dis pas, mais tu sais très bien que la personne qui lit ça va s'imaginer quelque chose qui n'est pas vraiment ça, tu sais. Oui. Puis encore là, tu sais, je le dis parce que ça me tient vraiment à cœur de faire passer ce message-là, parce que moi, ce que je dis aux jeunes quand je vais les voir en conférence, c'est que c'est pas dangereux si tu es bien préparé. Puis ces places-là, tu n'es pas obligé de juste y rêver. Tu peux y aller, puis
peux aller partout sur Terre, mais là, tu as ceux-là qui arrivent en disant qu'ils ont manqué mourir à tous les jours, puis que c'est donc inatteignable, puis c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est tellement frustrant, ça détruit toute la mission d'éducation que tu pourrais te donner, justement, tu sais, toi, comme quelqu'un qui a eu la chance d'y aller, etc. Nous aussi, on en fait beaucoup de conférences. Ça va exactement à l'encontre, tu sais, de ce qu'on essaie de faire, de motiver les gens, finalement, à les jouer dehors puis à se dépasser. C'est un peu comme dire, restez à votre niveau. Moi, je suis assez bon pour ça. C'était vraiment inatteignable, mais moi, le surhomme, j'ai réussi. Vous autres, restez à votre niveau parce que c'est très dangereux ce que j'ai fait. C'est ça. Nous, on est assez braves, mais vous, wow. Ouais, ça fait que, en tout cas. Ça vient souvent des gens qui vivent de ça, je pense aussi. Ou qui en retirent une grosse partie de leur revenu. Comme le gars, c'est un photographe, mettons. Oui, c'est ça. Il y a des photos à vendre, il y a quelque chose à vendre, mais c'est comme je dis, sa photo reste super belle. Les montagnes sont magnifiques. En tout cas, c'est sûr que quand le pourquoi tu fais quelque chose a un grand impact sur la suite des choses. Puis moi, je le dis aussi ça dans mes conférences, c'est la première question qu'il faut que tu te poses quand tu fais quelque chose. Pourquoi tu le fais? Eux autres, pourquoi ils le font? Je ne sais pas, c'est leur raison, mais je pense pas que ça vaille la peine d'être malhonnête avec les gens qui regardent ce que tu fais. C'est mon opinion. Ouais, c'est profiter du manque de connaissances des gens sur ces régions-là, au lieu du contraire, en fait, au lieu d'apprendre. Au lieu d'éduquer. C'est ça. Ouais, au lieu de te servir de ce que tu fais, de ce que tu vois pour éduquer les gens, puis leur dire c'est quoi vraiment, ben il y a mieux avoir de l'air vraiment hot, d'être allé à quelque part de vraiment tough. Je sais pas. C'est de la démagogie totale là, pour s'élever. Ouais, c'est vraiment ça. Mais bon. On ne changera pas le monde à ce sujet-là. Moi, on ne peut pas contrôler ces gens-là, malheureusement, mais ce qui m'intéresse plus, parce que là, malheureusement, le temps file. Je sens qu'on pourrait parler ensemble. C'est ça le problème avec toi, en fait, c'est qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures. Ça n'arrêterait jamais parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et nous-mêmes, on ne se tente jamais. Tu sais. on a déjà passé quelques soirées à le faire. Hein? Oui, c'est ça. Mais là, mais je te demandais, à chaque fois qu'on se voit, moi, c'est ma même question. C'est les prochains projets. On a parlé là, dans la dernière minute un peu de ton parcours. Je sais qu'à chaque fois, on parle que tu as une envie de prochains projets. La dernière fois même, on s'était parlé de deux choses. Là. Tu voulais partir en kayak potentiellement. Tu avais des idées, bref. Puis là, je me demandais finalement qu'est-ce qui en ressort de ça? Est-ce que tu as encore des envies de prochaines grandes expéditions dans les prochaines années? Puis si oui, lequel? Tu sais, je sais qu'ensemble, on avait parlé du pôle Nord, on avait parlé de la côte du Labrador en kayak, qui est un plus petite échelle quand même, mais qui reste. La côte du Labrador, ça devait se faire cet été qui arrive avec des partners, des amis à moi. Malheureusement, qui dit projet de groupe dit souvent horaires différents et contraintes assez difficiles à gérer. Ça fait que ça fait en sorte que là, le groupe, il est arrivé certaines choses dans la vie personnelle de certains. Alors, en tout cas, ça ne se fera pas cet été, à moins de revirements assez exceptionnels. Mais le pôle Nord reste mon top of the list. Là, avec justement Bob Gosselin puis Mike Horn qui étaient là récemment. Moi, j'en ai profité pour cumuler certaines petites informations. Ça reste un défi logistique assez incroyable là, pour ceux qui ont suivi un peu l'expédition de Mike Horn puis Bob Gosselin. Les conditions de glace sont vraiment différentes. Là. Peu importe ce qu'on dit à propos du climat, la glace n'est plus ce qu'elle était dans l'Arctique. Puis le monde, souvent, ils se font avoir un peu avec ça, c'est qu'ils disent « Ah, mais la couverture de glace a grossi ou est plus grosse que l'an passé, mais c'est de la nouvelle glace versus de la vieille glace. » Qui est beaucoup moins dense. C'est ça. Beaucoup moins dense, beaucoup moins solide, puis elle se fracture plus facilement.
Puis, on le sait, si tu souffles sur un glaçon, il y a plus de chances de se déplacer que si tu souffles sur un iceberg. Fait que ton morceau de glace, plus il est petit, plus il va dériver avec les courants dans l'Arctique, parce qu'il y a beaucoup de courants dans l'océan Arctique. Fait que quand tu es sur un morceau de glace, puis tu as une dérive négative de 30 km en 2 jours, bien, pour aller regagner ce 30 km-là, il faut que tu le marches 2 fois. Là. Fait que la progression est plus difficile à cause de ça. Parce que chaque kilomètre que tu gagnes, tu peux les reperdre pendant que tu t'arrêtes la nuit à dormir. Il y avait des sections comme ça, il y en a toujours eu naturellement, mais là, il y en a beaucoup plus. L'autre chose, c'est que quand tu skis sur une glace que tu es certain que tu ne passeras jamais à travers, tu skis d'un pas mal plus assuré puis tu vas beaucoup plus vite que quand tu risques à chaque pas d'enfoncer un peu. Fait que la progression est moins vite encore une fois là. Puis, les sections où il y a de l'eau, encore une fois, il y en avait toujours avant aussi, mais il y en a de plus en plus. Puis ces sections d'eau-là sont beaucoup plus larges qu'avant. Ça fait que ce que les gens faisaient dans le passé, c'est qu'ils embarquaient dans une combinaison étanche, ils se mettaient à l'eau, ils nageaient peut-être 20, 25, 30, 50 mètres. Après ça, ils tiraient le traîneau, ils enlevaient le dry suit, puis ils repartaient. Quand tu faisais ça 2 fois dans une journée, c'est pas si pire. Quand tu le fais 4, 5, 6 fois par jour, puis quand il faut que tu nages pendant quasiment 200 mètres dans de l'eau à 2 degrés, c'est pas la même consommation d'énergie. Ça fait qu'il faut que tu aies plus de bouffe. Si tu as plus de bouffe, ton traîneau est plus pesant. Puis si ton traîneau est plus pesant, tu vas moins vite. Fait que c'est tous des détails qui font que maintenant, il n'y en a presque plus d'expéditions au pôle Nord comme ça se faisait. Donc maintenant, il faut trouver une façon de tirer avantage de cette eau-là. Plutôt que d'être ralenti par le surplus d'eau, là, il faut trouver une façon de progresser là-dedans. Puis que quand tu rencontres de l'eau, tu dis « Ah, yes, je vais aller vite, ce 200-300 mètres-là. » C'est littéralement des expéditions amphibies maintenant. Est-ce que ça va devenir ça? Parce que peut-être le dernier degré vers le pôle, ça, c'est relativement... c'est relativement dur. Là. C'est skiable après sans problème, là, je pense. Mais il n'en reste pas moins que, comme tu dis, on a vu des images d'expéditions justement de Mike Horn et Borg-Ausland, des trous d'eau libre de centaines de mètres. Dans le fond, eux autres, il y avait littéralement un kayak pneumatique. Là. Un petit packraft. Oui, c'est ça. Il y avait un petit packraft. Puis encore là, tu ne veux pas tomber parce que c'est pas ce qu'il y a de plus... C'est pas tout ce qu'il y a de mieux non plus. Ça reste rudimentaire. C'est ça. Fait que j'ai hâte de voir. Je vais essayer de leur parler justement à propos du feeling du packraft dans ces conditions-là. Parce que, encore là, quand ils ne vendent pas, quand c'est flat, ça va. Quand tu es dans le vent et qu'il y a un petit peu de vaguelette, c'est différent. Tu ne veux pas trop te mouiller non plus. Fait que, ça va être un beau défi de peut-être même développer un genre de traîneau amphibie là, mieux que ce qui se fait présentement, là, qui est vraiment plus performant dans l'eau puis pas trop pesant non plus. Ah, parce qu'il y a une compagnie en Australie, justement, c'est les sleds avec lesquels sont partis qui fait là, une espèce de poulka en forme de kayak. Là. C'est Ice Trek. Ice Trek, d'ailleurs. Oui, Ice Trek, c'est Eric Phillips qui est là-dedans, que j'ai croisé. C'est un des gars qui était au pôle Sud en même temps que moi. OK. Mais encore là, il y a la plupart des grosses compagnies de poulka ont leur modèle arctique qui a une meilleure flottabilité, qui est plus arrondi un peu, qui flotte très bien, mais qui était performant là, pour des traversées là, de quelques dizaines de mètres. Là. C'est ça. Parce que le principe de la sled de Rick Phillips, en fait, c'est tu peux faire un genre de catamaran avec tes skis, là, tu les clips ensemble, puis là, tu glisses sur l'eau comme ça. Mais tu ne peux pas pagayer ça pendant 300 mètres. Là. Non, c'est pas fait pour ça. Là. Exactement. C'est fait pour t'aider à passer l'eau sans avoir à te mettre dans l'eau puis nager dedans. Là. C'est ça. Puis encore là, il faut que tu aies plusieurs sleds, donc il faut que tu sois plusieurs. Toi, est-ce que tu aurais en tête d'y aller encore en solo? Oui. Oh là là! Oui, ça fait que c'est là. Mais il reste l'option que tu peux, à la limite, comme Mike puis Borgay, il y avait 2 traîneaux chaque. Ça fait que si... Mais là, eux autres, ils
il était là pour une plus grande période, mais si tu n'en as pas de besoin, ben là, ça te fait du poids de plus là, à tirer, de la friction de plus aussi. Fait que, est-ce que tu te traînes un traîneau de plus juste pour avoir à traverser l'eau ou en tout cas, fait que, c'est toute cette petite partie de logistique que... Le problème, c'est que tant que tu n'es pas allé, tu n'as pas testé tous tes plans. Tu peux te faire bien des scénarios, mais ça reste que tant que tu n'es pas là, ça se peut que tu te rendes compte que finalement, tu aurais fait les choses différemment. Oui, il y a moyen. Il y a tellement plus d'experts qui veulent le faire que c'est dur de ramasser de l'information. Là. Exact. Mais là, il va y avoir eux autres. Là. Il y a Mike et Borgé qui vont en avoir pas mal à donner comme info, mais reste que il y a moyen de tester ton prototype sur de la glace puis de l'eau assez facilement au Québec. Fait que, on verra à suivre. Mais encore là, comme je dis souvent, l'Antarctique, c'était une belle expé, c'était belle fun, mais ça a coûté cher. Fait que il me reste à rembourser ça avant de repartir vers une autre. Ben oui, puis la logistique au pôle Nord est quoi, peut-être 2 fois plus engageante côté financier ou peut-être pas 2 fois, mais... Oui, parce que là, il n'y a plus de compagnies presque qui offrent le sport aérien. Ça fait que c'est un autre. C'est probablement 2 fois. Là, c'est une affaire de 200 000 300 000. Ouais, c'est clair, au moins 200 000. Juste se rendre au point de départ. Mais toi, tu partirais du Canada? Oui, bien là, c'est ça. Étant Canadien, j'aimerais ça le faire à partir de Warden Island, qui est au Canada. C'est ça. Il n'est pas trop tard. Du coup, nous autres, on cherche à coter le prix de l'avion. Fait que, ouais. Encore le bienvenu, Seb. Ah ouais, tu serais plus que le bienvenu. On a un petit 40 000 à splitter, là. Ouais, juste de Resolute à Warden, c'est ça. Ouais. C'est fou, hein? Ouais, juste de Resolute. Resolute Bay, pour les gens qui nous écoutent, c'est le 2e village le plus au nord au Canada. Là. Ouais. Fait que t'es pas rendu encore, là. Ben non. Ouais. On va te faire de la place. Si tu veux venir, on va te faire de la place. On va trouver un petit banc pour Seb. Là. OK, on s'en reparle. mais on se l'était dit, ça d'ailleurs, ça serait tellement épique, une expédition. Chacun, on part de notre côté. Là, oui, un qui part vers le nord. Ouais, ça arrête. Aïe. Ce qui serait le fun, c'est qu'on aurait des vidéos à s'échanger après. Ah ouais, moi, c'est vrai. vous auriez votre départ filmé vue du nord, puis j'aurais mon départ filmé vue du sud. Ça serait malade. Ouais, mais ça serait complètement épique, là. Mais bon. mais blague à part, as-tu un horizon de temps, tu sais, une année où tu aimerais ça partir ou t'es-tu rendu là dans ta préparation? Non. C'est sûr que, on se le cachera pas, plus j'attends, plus ça risque d'être compliqué, là. Plus ça va être aquatique, en tout cas. Oui, ben c'est ça. Ouais. Que ça va être plus le contraire. Il va falloir que je me trouve un bateau qui fait traîneau plutôt qu'un traîneau qui fait bateau. Ouais. Tu vas y aller en kayak de mer puis tu vas le tirer jusqu'à la fin. On verra. Mais sinon, l'autre option, c'est aussi de soit partir plus tôt dans la saison. Mais là, tu es dans le noir. C'est ça qui est plus plate. Là. Fait que, ne pas voir, c'est pas super le fun non plus. Là. Non, effectivement. Fait que c'est ça. Mais on s'en reparlera quand je déciderai de partir. Là, je vous tiens au courant. Tu es vraiment rendu dans le défi. Là, quand tu es rendu seul, dans le noir, à traverser des trous d'eau, etc., tu es là pour apprendre. Là, tu apprends, puis tu es seul. Puis c'est ça, le plaisir est rendu loin. Et même la contemplation n'existe plus parce que veux pas. J'imagine que tu as eu beaucoup de plaisir à contempler les paysages au Groenland, etc., dans traverser tout le kit. Là, il y en a une partie. Il n'y a plus rien. Là. Mais moi, il faut qu'il reste du plaisir. Parce que s'il n'y a plus de plaisir, ça ne marche pas. Tu sais, le plaisir est aussi juste dans le fait de le vivre. Là, tu sais, quand tu prépares une expé, ta vie, tu planifies, tu vois ce que tu vas vivre. Puis moi, je prends beaucoup de plaisir, justement, dans le moment présent, à comme filer tout ce que... Tu sais, autant même la douleur, à quelque part, apporte un certain plaisir d'essayer de comparer, de faire le lien. Hey, tu te souviens, là, il y a 2 ans et demi, quand tu as commencé à planifier ça, là tu essayais d'imaginer ce que ça allait être. Bien là, c'est pas mal ça. Là. Puis là, le soir, tu te couches et tu te dis, tiens, une journée de plus de fête. Fait que, non, il y a tout le temps... c'est sûr que
dans le paysage, il y a une grosse part de bonheur là-dedans de voir tout ce qu'il y a, mais j'ai l'impression, tu sais, des fois, on fait, comme à chaque hiver, je fais la traversée du lac Saint-Jean avec la Fondation sur la pointe des pieds, le double défi des 2 Mario. Ouais. Puis, tu sais, la nuit, là, quand tu te lèves, là, ou avant d'aller te coucher, là, il fait noir, en plein milieu du lac Saint-Jean, là, on voit presque rien. On voit plus ben les lumières des villages. Puis juste le contraste du ciel noir et de la neige, il y a une certaine beauté là-dedans aussi. Là. Il suffit qu'il y ait des étoiles ou des aurores. Fait que non, je pense que c'est plus au niveau là, qu'il y a des choses que tu ne vois pas. Les trous d'eau, tu les vois à la dernière minute. S'il y a des ours polaires, tu les vois plus tard aussi. Fait que ça complique, mais... Tu es vraiment plus dans la mission. Là, ça devient vraiment plus une mission. Ouais. C'est un objectif. C'est l'atteinte d'un objectif. Mais idéalement, ça ne serait pas de le faire plus tôt dans la saison. Ce serait de trouver vraiment une façon de progresser efficacement dans ces conditions-là. C'est comment rêver à ce genre d'expédition-là, surtout en solo, quand tu as une famille? Jusqu'où tu te laisses aller dans tes rêveries d'expédition? Ben, tu sais, à partir du moment que tu dis que ton but, c'est de revenir pour raconter ton histoire, je pense que tu prends les bonnes décisions. Là, la gestion du risque, tu sais, on gère le risque au quotidien. Là. Quand tu prends la décision de traverser la rue, tu as le risque de te faire frapper. Il y a des piétons qui se font frapper tous les jours. Bon, ben c'est où l'erreur que tu as faite? Fait que la gestion du risque est un peu une gestion de décision. Je n'irais pas essayer de traverser un volcan sur une slackline. C'est pas pantoute mon... moi, dans ma tête à moi, je ne serais pas capable. Il y a un risque que je ne gère pas pantoute là-dedans, je ne le ferai pas. Fait qu'à partir du moment qu'il y a une variable que je ne contrôle pas, puis que je me dis, ben, je vais espérer être chanceux, puis ça devrait bien aller. Puis c'est un raisonnement que j'avais même avant d'avoir des enfants. C'est sûr que là, tu te dis, c'est plus présent à l'esprit, c'est plus frappant un peu le besoin de revenir. Là. Tu le fais un peu moins pour toi. Mais ça reste un peu la même chose. J'ai tout le temps eu la vision d'une expédition comme une belle histoire à raconter, non pas comme une histoire d'horreur. Ça fait que je pense qu'avec cette idée-là de départ, tu peux juste monter ton plan de match pour faire en sorte que ça aille bien. C'est ça. Ça a changé ça a plus changé le fait d'avoir des enfants dans le pourquoi que je le faisais que dans le comment. Mon comment a pas mal été tout le temps basé sur le fait de revenir conter une belle histoire. Le pourquoi maintenant, je veux apprendre, puis je veux leur apprendre quelque chose aussi. Fait que, tu sais, ne serait-ce c'est cliché un peu, mais juste le fait que, regarde, tu peux réaliser ce que tu veux si tu te donnes le temps de le préparer comme du monde. Fait que ça, c'est une chose. Même juste le fait de voir ce que tu peux réaliser juste en allant jouer dehors. Juste les possibilités qu'il y a en allant jouer dehors. C'est juste ça, dans le fond. Ce que je fais des expéditions, là, c'est que je vais jouer dehors dans des places que le monde va moins jouer dehors. C'est un peu ça, là. Une expédition, c'est on va triper. C'est une place que le monde va moins souvent, mais c'est ça, là. On joue dehors, puis on tripe, on a du fun. Ça demande un peu plus de planification qu'aller jouer au hockey sur la patinoire du quartier, mais au final, tu es dehors puis tu as du fun. fait que c'est un peu ça que je transmets à mes enfants. Le pourquoi je fais des expés avant, c'était beaucoup plus pour moi. Maintenant, c'est aussi beaucoup pour eux autres. Je veux avoir de quoi leur transmettre. Je veux un peu leader par l'exemple. C'est un peu la meilleure façon pour moi de transmettre quelque chose.
quand tu dis quelque chose, c'est une chose. Quand tu démontres par des actions quelque chose, c'est plus frappant un peu. Fait que je le vois un peu comme ça. Est-ce que tu penses que tes enfants comprennent bien ce que tu fais? Tu sais, l'Antarctique, ta petite fille, je pense, était vraiment pas vieille. Là. Elle avait quoi? Même pas. Même pas quand je suis parti. Elle avait 7 mois. Oh! Ouais. C'était flambant neuf, là. Ouais. Non, je suis revenu. Elle avait 7 mois. Ouais. Ouais, c'est ça. Elle a eu 6 mois le 25 décembre. Ouais, c'est ça. Aïe. Ouais, je suis revenu, elle avait 7 mois. Ça fait que c'était tout récent, tout beau. Mais c'était comme une décision un peu de couple parce que ma blonde, elle préférait être en congé de maternité avec 2 enfants qu'être au travail avec un pendant que je n'étais pas là. Fait que c'était un peu ça. C'était un peu ça. Nous autres, dans nos plans, on en voulait un deuxième. Ça fait que là, on se disait, on le fait avant ou après. Puis on l'a fait avant pour que justement elle soit à la maison en congé et qu'elle n'ait pas besoin de gérer le travail, la famille pendant que je n'étais pas là. Ça fait que c'était un peu l'avantage à ce niveau-là. Mais mon petit gars, lui, je l'ai beaucoup impliqué dans le processus de préparation. Quand je faisais mes bagages, j'expliquais c'était quoi que j'apportais avec moi. Quand j'allais magasiner du stock, il venait avec moi. Ça fait que, tu sais, il comprenait beaucoup. Il comprenait beaucoup. Il comprenait un peu ce que je faisais. Puis là, avec le temps, avec le retour, là, je leur ai expliqué encore plus. Ils ont vu les photos, les vidéos, les interviews. Ils ont vécu ça un peu. Pourquoi, papa, tu passes à la TV? J'expliquais un peu tout ça. Puis, ouais, là, ils sont un peu plus conscients de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli. Ça fait que c'est le fun. Là, il vient des questions aussi, des questionnements avec tout ça. Puis je découvre un peu l'intérêt qu'ils ont. Je suis content parce que ça aurait pu aussi. C'est pas tout le monde qui est fait pour ça, mais les deux, juste dormir dehors en plein hiver, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui le font. Puis quand ils ont vu toutes mes photos de ma tente dehors en Antarctique, ils voulaient dormir dans une tente dehors l'hiver dans la neige. Là. Pour eux autres, c'était pas une aberration de dormir dehors l'hiver. Là. C'était comme normal puis le fun, puis il fallait qu'ils essayent ça. Fait qu'on l'a fait. Mon gars, l'an passé, on est allé dormir dans le parc de la Jacques-Cartier dans la tente. Avant ça, il avait déjà dormi dans un Quincy, qui est un peu plus confortable, plus chaud, mais là, c'était l'autre étape, la tente. Fait qu'on quand même à moins 20. Puis étonnamment, il a dormi plus longtemps le matin dans la tente qui dort ici à la maison. Fait que là, j'ai installé une chambre dehors. Puis là, naturellement, la petite sœur, elle a vu le frère le faire. Ça fait que là, papa, c'est à mon tour, là. Fait qu'elle aussi avait essayé ça. Puis c'est deux petits jeunes qui sont un peu comme nous autres quand on était jeunes, que là, faut les chicaner pour qu'ils rentrent plutôt que les chicaner pour les envoyer dehors. Fait que ça, je suis bien content de ça. Hey, ça doit vraiment être une fierté, ça. Oui, tout à fait. Vraiment. Ça va vraiment à contresens de la sédentarité qui afflige nos sociétés. Oui, un petit peu. Mais c'est ça. Puis je pense que je suis peut-être un éternel optimiste, mais je pense qu'on est capable de renverser ça. Puis justement, en propageant ce message-là qu'il y a du fun à avoir dehors, puis que c'est pas juste sur des écrans, puis qu'on peut s'amuser. Fait que c'est une façon de le faire, je pense. En partageant nos petits trips un peu spéciaux, un peu fous, d'encourager les gens à aller voir ce qui se passe avec Mère Nature. Bon, je pense que merci on beaucoup. a parlé pendant au moins 1h30. Oui, au moins, non, plus que ça. 2 heures. Plus que ça, 2 heures. Un peu plus de 2 heures, en fait. Alors, on va s'arrêter là, je pense. Mais écoute, merci tellement, Sébastien, pour le temps que tu as pris. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est tout le temps un plaisir de parler de trip de plein air comme ça.
Ah, tout vraiment, le temps aussi fascinant. Là. Félicitations. En fait, on te le dit pas assez souvent. Félicitations encore pour tout ce que tu as accompli dans les dernières années. Puis on va te suivre avec tellement d'intérêt. En fait, on se parle régulièrement. Alors, ouais, c'est ça. Beaucoup de des petites questions sur Facebook. Là, les réponses rapides sont très appréciées. D'ailleurs, j'encourage les gens qui veulent se lancer dans des projets s'ils ont besoin d'informations. Il est très généreux de son temps Facebook. Ouais. Mais d'ailleurs, on peut te suivre sur Sébastien Lapierre Aventurier sur Facebook. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que tu as encore un site Internet? Non, là, il est en... Pour l'instant? Ouais, ben je l'ai changé. C'était très consacré sur le pôle sud. Fait que là, je vais peut-être faire une version revampée plus générale, plus Sébastien Lapierre Aventurier, justement, que juste pôle sud. Okay. Mais par Facebook, il y a quand même pas mal de contenu là, sur tout ce que j'ai fait, si vous êtes curieux. Yes. Tu co-animes aussi le podcast L'Appel de l'aventure avec Jean-Sébastien Mascotte. Oui, exactement. Ça fait qu'on a notre première saison de compléter. Ça va être de retour. Là, on a pris une pause pour la période des fêtes. Donc, on revient très bientôt. En janvier, on repart la machine. Donc, c'est un peu comme vous, là, des petites chroniques sur le monde de l'aventure. On donne une plateforme un peu plus importante pour tout ce qui se passe au Québec, mais on fait une couverture un peu de ce qui est intéressant puis de ce qui sort de l'ordinaire, puis parfois un peu d'actualité, mais c'est pas non plus une revue d'actualité. Là, c'est vraiment aventure. Donc, l'appel de l'aventure disponible sur toutes les plateformes et diffusé par SoundCloud. Yes. Hey, pour 2020, en fait, on te souhaite quoi? Ce que je mérite. Ce que tu mérites. Ben oui. C'est ça que je souhaite, c'est pas hypocrite. Ça fait que le monde que tu veux pas souhaiter quelque chose de bien, tu lui souhaites ce qu'il mérite. C'est parfait. On te souhaite ce que tu mérites pour 2020. Ouais, et voilà. Fait que je vous souhaite une bonne préparation, moi, parce que c'est la clé du succès. Yes. Ben là, tu nous as donné une bonne motivation. Nous, on part tout le mois de février s'entraîner au Labrador. Alors là, yes! Là, tu viens de nous craquer bien comme il faut. Super! Bon, sur ce, salut Seb. Salut, à la prochaine. Bye.